Bonjour à toutes et tous, ici en présentiel au Hub des Territoires ou connectés sur Teams à distance. Je suis Anne-Sophie Incelin, je suis la responsable du Hub et je suis ravie de vous accueillir ce matin pour cette rencontre autour du bien vieillir dans les petites villes et moyennes, et en particulier les réponses que peuvent apporter les bailleurs sociaux. Nous organisons cet événement avec l'Union sociale pour l'habitat. Je remercie Thierry Asselin et son équipe pour leur implication dans la préparation, et avec les équipes de la Banque des Territoires en charge des programmes Action Cœur de Ville et Petites Villes de demain. Alors l'USH a mené des travaux, des ateliers pendant plusieurs années pour échanger dans les territoires avec les bailleurs sur les solutions à déployer dans les villes petites et moyennes. Ils vous en parleront mieux que moi tout à l'heure, mais on a voulu restituer une partie de ces travaux en choisissant le thème plus spécifique du bien vieillir, qui nous semble aujourd'hui particulièrement prégnant dans ces territoires. Comme vous le savez, la Banque des Territoires est fortement impliquée aux côtés de la NCT, à travers les programmes ACV et PVD pour accompagner les collectivités dans la redynamisation de leur territoire. Il nous semblait important de partager au plus grand nombre les solutions que peuvent apporter les bailleurs sociaux. Alors c'est bien là la vocation du Hub des Territoires que de croiser les regards, les points de vue, faire dialoguer collectivités, organismes HLM, entreprises publiques locales, acteurs privés, pour poser les enjeux et partager les solutions déjà à l'œuvre. Alors c'est ce qu'on va faire ce matin, avec une première séquence permettant de poser le sujet et une deuxième qui mettra en avant des retours d'expérience. Je voulais remercier l'ensemble des intervenants, un clin d'œil spécifique à Odile du Bois-Joie de la Nile, ainsi qu'à Espace Cité qui nous a accompagnés dans la préparation de cet événement. Alors, petite minute de publicité pour ceux qui ne seraient pas encore inscrits à notre newsletter, je vous invite à le faire. Elle est mensuelle, elle ne pollue pas les boîtes mail et comme ça, vous aurez accès à l'ensemble de notre programmation publique. On organise ici une 60aine d'événements publics par an sur des thèmes très variés, l'ensemble des sujets qui concernent, en tout cas sur lesquels la Banque des Territoires accompagne les acteurs des territoires. Je voulais aussi vous indiquer que le replay de cet événement sera disponible dans quelques jours sur la plateforme de la Banque des Territoires, ainsi que l'ensemble des replays des événements qu'on a déjà organisés ici. Donc vous pouvez aller piocher, il y a plein de choses très intéressantes. Des événements à venir qui pourraient vous intéresser. On a engagé il y a quelques mois un cycle autour des enjeux de la sobriété foncière. On a déjà fait 2 séquences de 3 heures. On a encore 2 rencontres prévues. Une jeudi sur le portage foncier long terme et le recyclage du foncier urbanisé. Et puis une dernière séquence le 17 octobre autour de la question de la renaturation des sols. Et puis, pour les villes petites et moyennes, on aura une séquence le 26 septembre autour des mobilités actives, le 8 octobre autour du pilotage de la revitalisation, et puis le 19 novembre, un nouvel atelier du réseau national des foncières autour de la question plus spécifique du montage complexe porté par des foncières. Voilà, n'oubliez pas la newsletter, comme ça vous retrouverez toutes ces infos. Et puis sans plus tarder, je passe la main à Thierry Asselin, le directeur des politiques urbaines et sociales de l'USH, qui va vous dire un petit mot de cette rencontre. Merci Anne-Sophie. Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus nombreux en présentiel et en distanciel pour cet événement co-organisé par le Hub des Territoires avec l'Union sociale pour l'habitat. Donc déjà, je voudrais remercier beaucoup le Hub des Territoires de nous accueillir aujourd'hui. C'est un peu une première. J'espère que ce ne sera que la première d'une longue série. Donc merci Anne-Sophie Asselin et toute son équipe pour cette organisation. Le sujet qu'on a choisi de traiter aujourd'hui, effectivement, c'est comment bien vieillir dans les villes petites et moyennes, quelles sont les réponses apportées par les bailleurs sociaux. Et en fait, cet événement s'inscrit en fait comme la clôture d'un assez long cycle de travail. On a pendant plus de 2 ans mené une dizaine d'ateliers interacteurs dans toutes les régions de France, avec le soutien de la Caisse des dépôts, Banque des Territoires et en partenariat étroit avec les associations régionales HLM. L'objectif de ces ateliers en fait était de s'adresser aux territoires hors des grandes métropoles, d'identifier quelles étaient les problématiques que rencontraient les bailleurs sociaux et leurs partenaires collectivités locales, et voir quelle était la façon dont ils abordaient ces problématiques, quelles solutions ils trouvaient et comment pouvons-nous être force de proposition pour développer ces types de réponses sur l'ensemble des territoires. Donc évidemment, ce sont 10 ateliers qui ont été très riches en termes de thématiques. On a abordé des thématiques comme évidemment comment est-ce que les bailleurs sociaux articulent leur stratégie patrimoniale en lien avec les stratégies de revitalisation des villes petites et moyennes. On a traité évidemment la question de la sobriété foncière qui est
très fortement d'actualité avec les enjeux du ZAN. On a traité les questions d'intervention des bailleurs sociaux dans les centres-bourgs, dans les centres-villes, au travers notamment des programmes nationaux sur lesquels je reviendrai. On a traité de bien vieillir, dont on va parler aujourd'hui, mais aussi quels sont les services qu'on peut apporter aux habitants dans ces territoires, et notamment comment est-ce qu'on va aborder la question de la gestion de la demande et des attributions de logements sociaux dans ces territoires assez spécifiques où les enjeux de tension sur l'offre de logement ne sont pas exactement les mêmes sur l'ensemble des typologies comme on peut le rencontrer dans certaines grandes métropoles très tendues. Donc l'idée, c'est que ces territoires, ces ateliers, fassent l'objet d'une restitution. Donc on a un travail de capitalisation qui est mené par Espacité, qu'on rendra prochainement public et qu'on s'attachera évidemment de faire connaître avec le soutien du Hub des territoires et de la Caisse des dépôts. Donc aujourd'hui, effectivement, le sujet qu'on a souhaité aborder, c'est la question effectivement de la transition démographique et du vieillissement. C'est pas une grande surprise, c'est qu'on est un pays qui vieillit et le parc social est très concerné au même titre que d'autres segments de l'habitat. Dans le parc social, on a environ plus de 30% des ménages qui aujourd'hui ont plus de 65 ans. Donc tous ne sont pas en situation de dépendance immédiate, mais la tendance est là. Et donc la question qu'on voulait aborder aujourd'hui, c'était comment est-ce que cette question qui impacte tous les territoires, mais notamment les petites villes et les villes moyennes, comment est-ce que les bailleurs et les collectivités locales agissent sur cette question, à la fois sur le champ du logement, mais plus globalement sur le champ de l'accompagnement et du bien vivre des habitants dans ces territoires. Alors c'est un sujet qui est d'actualité. Pour ceux d'entre vous qui suivent les actualités nationales, il y a un rapport de l'ANCOLS. Donc l'ANCOLS, c'est l'Agence nationale de contrôle des organismes de logement social, qui a publié un rapport sur l'investissement des bailleurs sur la question du vieillissement et qui va donner lieu dans les prochains jours à plusieurs articles. Donc je pense qu'on sera amené à reparler de ce sujet dans les jours qui viennent. Et puis évidemment, on est aussi assez attentif à l'USH à accompagner les bailleurs qui investissent dans les territoires des petites villes et des villes moyennes, donc notamment au travers des programmes nationaux que sont Petites Villes de demain et Action Cœur de Ville, un programme qui sont très fortement portés par la Banque des territoires. Vu qu'on est à la Banque des territoires, à la Caisse des dépôts, on a le droit de parler d'argent. Donc l'ordre de grandeur de l'investissement que portent ou vont porter les organismes HLM dans ces territoires dans les prochains mois, prochaines années, c'est de l'ordre de 10 milliards d'euros. 10 milliards d'euros pour améliorer le patrimoine, pour construire une offre adaptée aux besoins des habitants, et 10 milliards d'euros qui vont aussi contribuer au dynamisme économique de ces territoires. Et donc du coup, ce qui me paraissait intéressant aujourd'hui, c'était effectivement d'avoir des regards croisés entre bailleurs sociaux, opérateurs HLM actifs dans ces territoires, mais aussi de dialoguer avec les collectivités locales sur lesquelles on ne ferait rien, et notamment les élus locaux qui sont les interlocuteurs premiers des bailleurs en la matière. Voilà. Donc la question, c'est qu'on puisse illustrer au travers d'un certain nombre d'échanges, des solutions concrètes co-développées par les bailleurs et les collectivités sur comment est-ce qu'on adapte le parc résidentiel, comment est-ce qu'on le rend plus agréable à vivre pour les seniors, et comment est-ce qu'on complète cette question d'offre d'habitat avec des services adaptés aux besoins des seniors. Voilà. Donc on est très content d'être ici. C'est vrai que ces travaux s'inscrivent dans le cadre d'un partenariat de longue durée entre l'USH et la Caisse des dépôts, et plus globalement d'un très long partenariat entre la Caisse des dépôts et le mouvement HLM. On est quand même très content d'être aujourd'hui dans ce hub qui est quand même un endroit qui est là pour valoriser l'innovation sur les territoires. Il s'avère que l'innovation, c'est le thème du prochain congrès HLM qui aura lieu à Montpellier la semaine prochaine, donc c'est mon petit instant de publicité moi aussi. Donc évidemment, si vous le pouvez, on vous accueillera avec plaisir à Montpellier du 23 au 26 septembre la semaine prochaine. Et puis avant de passer la parole à Géraldine Chalancon qui va vous présenter cette table ronde, je voulais effectivement remercier par avance l'ensemble des intervenants bailleurs aux collectivités locales qui ont accepté de venir témoigner aujourd'hui, que ce soit en présentiel ou à distance. C'est très riche pour nous de pouvoir valoriser ce que font les bailleurs et montrer comment les partenariats avec les collectivités locales permettent de trouver des nouvelles solutions. Voilà, ce sera tout pour cette introduction. Je vous propose maintenant de passer la parole à Géraldine Chalancon qui va vous annoncer le menu de la matinée. Très bonne matinée à vous et à tout à l'heure. Bonjour à tous et toutes et merci pour votre participation. Donc, je vais effectivement avoir le plaisir d'animer ce temps d'échange qui vise à mettre en relief des actions menées conjointement entre des collectivités locales et des bailleurs sociaux pour répondre aux enjeux du bien vieillir dans les petites villes et les villes moyennes. Donc, le programme pour cette matinée, nous allons consacrer un temps d'échange important entre des bailleurs et des collectivités locales, des élus qui effectivement nous font le plaisir d'être présents aujourd'hui pour voir comment se construisent ces partenariats,
quels sont les leviers pour répondre aux enjeux du bien vieillir, en particulier en lien avec les politiques de revitalisation, quels sont aussi les freins rencontrés, comment on peut les lever, et puis on aura aussi un temps d'échange avec les intervenants, mais aussi avec vous, pour faire des propositions sur la manière de mener, ce qui pourrait être fait pour faciliter ces projets et renforcer l'action des collectivités et des bailleurs pour répondre aux enjeux du bien vieillir. Mais avant de démarrer cette table ronde qui mettra en lumière ces exemples, nous allons avoir un double temps introductif qui nous permettra de bien nous mettre dans le contexte, mieux le comprendre, avec du coup 2 intervenants. Donc je vais demander à Lisa Potier de me rejoindre du groupe Alogia, et donc Odile Dubois-Joie qui est directrice des études de l'ANIL. Je vais commencer par vous, Lisa Potier, avec... donc, qui est responsable recherche et développement au sein du groupe Alogia. Vous avez fait une thèse sur comment le design et les data peuvent justement contribuer à répondre aux besoins des personnes vieillissantes et également de leur entourage. Je vais vous demander peut-être pour nous faire une petite introduction sur ce que fait le groupe Alogia pour que tout le monde vous connaisse, et puis ensuite de nous présenter à la fois les enjeux de la gérontocroissance que Thierry Assin vient d'évoquer, et puis également de poser quelques définitions, notamment autour de la gérontologie environnementale, pour démarrer sur ce premier temps. Très bien, merci. Alors d'abord, merci pour cette invitation. Donc, comme vous l'avez dit, je suis Lisa Potier, je suis responsable recherche et développement conseil chez Alogia Group et docteur en sciences de l'information et de la communication. Donc, j'ai fait une thèse sur le vieillissement de la population, donc en sciences de l'information et plus particulièrement en design. Alogia Group, c'est une entreprise à mission dont l'objectif est d'améliorer l'espérance de vie en bonne santé des Français. Et donc, pour cela, nous proposons différents services. Donc nous proposons des services à des professionnels qui sont des bailleurs sociaux, des caisses de retraite ou des collectivités essentiellement. Et donc les services que nous proposons, ce sont des services de prévention qui sont réalisés par des ergothérapeutes au domicile des personnes âgées, notamment des appels et des diagnostics. Nous proposons également des missions de conseil, donc toujours auprès des bailleurs, des collectivités, des caisses de retraite, pour les accompagner dans la construction de leur politique senior ou de leur politique de prévention. Et donc, dans ce cadre-là, nous rencontrons les acteurs locaux tels que les CCAS, les élus, les associations, pour comprendre les enjeux du territoire sur la question du vieillissement de la population. Et nous proposons également un service numérique grâce à l'outil prédictif que nous avons développé, qui est l'outil RevealCare, qui permet d'analyser une population ou un territoire en fonction du risque de vulnérabilité lié à l'âge. Donc c'est un outil qui est basé sur le rapport mondial de l'OMS de 2016 et donc sur les déterminants de la santé. Et donc ça permet de prioriser des territoires ou des populations pour mettre en place des actions pour la prévention et le bien vieillir. Et donc sur le pôle R&D conseil, moi je suis à la fois sur la partie développement de nouvelles offres, donc telles que RevealCare. Donc là par exemple, c'est moi qui ai écrit le cahier des charges du modèle et constitué les premières bases de données. Et en ce moment je travaille sur la mesure d'impact des actions de prévention. Et j'interviens aussi donc sur la gestion des missions de conseil auprès des bailleurs avec des outils et des méthodes du design thinking, puisque l'idée c'est de travailler toujours en concertation et en collaboration avec nos partenaires. Je fais également partie du projet ILO Senior de la CNAV, je ne sais pas s'il y en a certains qui connaissent, qui est un projet du PPR Autonomie, le programme prioritaire de recherche. Donc, je vais vous parler un petit peu de la gérontocroissance. Donc, comme vous l'avez dit, chez Alogia, j'ai réalisé une thèse CIFRE qui portait sur l'adaptation de la société au vieillissement de la population et notamment sur les enjeux du vieillissement pour les bailleurs sociaux. Et donc, je me suis intéressée notamment aux enjeux des proches aidants, donc les personnes qui aident les personnes âgées à domicile. Et j'ai développé un outil de diagnostic de l'habitat, justement pour évaluer si un habitat est en adéquation avec les besoins d'une personne en perte d'autonomie, pour soutenir en fait le proche aidant. Donc finalement, la gérontocroissance, comme vous le voyez ici sur la pyramide des âges, c'est un sujet qui va être de plus en plus prégnant, puisque depuis les années 70, la France connaît un fort vieillissement. Donc on n'a jamais vieilli, en France, on n'a jamais vieilli aussi longtemps, et dans nos pays, les pays voisins non plus d'ailleurs. En 1920, la France comptait 3,5 millions de seniors.
En 1970, 6,5 millions, donc là on a presque fait x2. Et en 2018, 13,1 millions, donc encore une fois presque x2. On peut le voir sur la pyramide des âges qui s'étoffe à son sommet et qui s'allonge. Donc on voit vraiment cette masse de population qui monte vers le haut. Et donc, il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer ce phénomène de vieillissement de la population. D'abord, c'est l'arrivée au grand âge des baby-boomers. Donc, ces personnes qui sont nées entre 1945, 1955, 60, qui ont aujourd'hui entre 64 et 80 ans. Donc, on le voit sur la pyramide, c'est cette petite bosse qui monte et qui arrive en 2070 tout en haut. Il y a un autre phénomène qui explique il y a un autre facteur qui explique ce phénomène, c'est l'allongement de l'espérance de vie, puisque nous vivons de plus en plus longtemps. En 2023, les hommes ont dépassé le seuil des 80 ans d'espérance de vie. Félicitations. Et les femmes sont à 85,7 ans d'espérance de vie. Et enfin, un autre facteur, c'est la diminution des naissances, puisqu'en 2023, on enregistrait le nombre le plus bas de naissances depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc finalement, cet état de fait pose quelques questionnements et quelques enjeux. Et parmi eux, on a notamment un questionnement autour de l'augmentation du nombre de retraités, qui va forcément poser la question du système des retraites, une augmentation du nombre de personnes atteintes de maladies chroniques qui vont peser sur le système de soins, l'augmentation du nombre de personnes en perte d'autonomie et dépendantes qui vont nécessiter un accompagnement dans les actes de la vie quotidienne, une augmentation du nombre de proches aidants et d'aidants professionnels pour accompagner ces personnes, et une augmentation du ratio de dépendance démographique. Le ratio de dépendance démographique, c'est le rapport entre les personnes de plus de 65 ans, donc qui ont potentiellement besoin d'être aidées pour les actes de la vie quotidienne, et les personnes dites d'âge actif entre 20 et 64 ans. Donc ça, c'est un indicateur qui est uniquement basé sur l'âge. Et donc, en 2021, on était à un ratio de dépendance démographique en France de 38,6 personnes âgées pour 100 personnes actives, sachant qu'au Japon, en 2015, c'était 47%. Et on projette qu'en 2100, le ratio démographique en France sera de 72,6%. Donc finalement, ce vieillissement démographique, il va provoquer une augmentation considérable du nombre de personnes fragiles, puisqu'on considère que c'est à peu près à 75 ans qu'on a besoin d'être aidé pour les actes de la vie quotidienne. Et la santé de ces personnes va peser lourdement sur l'organisation des villes, des quartiers, des villages, de l'habitat et finalement de la société en général, d'autant plus dans une perspective de recul à prévoir du nombre de proches aidants. Et donc c'est pourquoi il est essentiel de questionner l'écosystème dans lequel nous vivons et nous vieillissons, et de maximiser les aspects positifs de la gérontocroissance. Et donc pour cela, on peut notamment s'intéresser à la gérontologie environnementale. Les travaux de l'OMS montrent qu'il existe des déterminants de santé, donc c'est ceux que vous pouvez voir sur l'écran, qui tout au long de la vie vont orienter les individus vers un type de vieillissement. On considère qu'il y a 3 types de vieillissement. Un vieillissement usuel ou normal, le vieillissement pathologique qui entraîne la dépendance, et le vieillissement dit réussi. Et donc bien vieillir, ça ne se limite pas seulement à la gestion des aspects physiologiques, mais également à des composantes sociales, psychologiques et environnementales. Et donc l'accès aux soins, les comportements et les habitudes de vie, les déterminants personnels, les liens sociaux, le déterminant économique et les environnements de vie et de travail vont influencer la manière dont une personne va vieillir. Et donc par exemple, on sait que l'espérance de vie entre les personnes les plus aisées et les plus précaires est différente d'environ 13 ans. Donc les personnes les plus aisées vivent environ 13 ans de plus en moyenne que les personnes les plus pauvres. Et l'interaction entre les personnes âgées et leur habitat et les questions primordiales liées à l'autonomie ont été développées dans le cadre conceptuel et théorique de la gérontologie environnementale et également de l'interaction personne-environnement. La gérontologie environnementale se concentre sur l'étude des interactions entre les personnes âgées et leur environnement physique, social et culturel. Cette discipline cherche à comprendre comment l'environnement peut influencer le bien-être, la santé et la qualité de vie des personnes âgées, ainsi que les moyens de créer des environnements en faveur du bien vieillir. Donc, dans les projets urbains, d'habitat ou communautaires, pour intégrer les enjeux du bien vieillir, il est essentiel de tenir compte de l'ensemble de ces facteurs. Et donc, je voulais vous parler plus particulièrement d'un modèle, celui de la pression environnementale.
puisqu'à l'heure actuelle, on ne sait pas exactement quantifier le poids de chacun des facteurs les uns par rapport aux autres. Donc on ne sait pas dire si le fait d'avoir plus de liens sociaux va permettre de contrebalancer le fait d'avoir des revenus plus bas, ou que d'avoir une activité physique adaptée, régulière, peut contrecarrer le fait d'avoir des antécédents médicaux. Enfin, ça, pour l'instant, on n'est pas en mesure de le dire. Mais il y a certains chercheurs qui ont quand même développé des modèles. Et donc notamment le psychologue américain Mortimer Powell Lawton, qui est connu pour ses travaux sur les aspects psychologiques et sociaux du vieillissement. Et donc selon la théorie de l'adaptation personne-environnement de Lawton, les environnements physiques et sociaux et le comportement de la personne sont façonnés l'un par l'autre dans un processus dynamique et en constante évolution. Donc l'adéquation optimale entre l'environnement et l'individu se produit lorsque les capacités d'une personne concordent avec les exigences et les opportunités de son environnement. A contrario, si les exigences de l'environnement dépassent les capacités de la personne, il y a une inadéquation personne-environnement. En ce sens, le niveau d'adaptation d'un environnement dépend également du niveau de capacité de l'individu. La relation étant bilatérale, il est également possible pour la personne d'influer sur cette adéquation personne-environnement en empruntant des comportements adaptatifs. Or, on sait que la capacité d'adaptation diminue avec l'âge. Et donc, les développements récents dans le domaine de la gérontologie environnementale ont souligné la nécessité de comprendre l'interaction personne-environnement dans la perspective du vieillissement. Ces perspectives de la gérontologie environnementale nous amènent à interroger les effets de la typologie du territoire et les caractéristiques de l'habitat sur la personne âgée et sur son autonomie réelle et perçue. Et donc ces travaux mettent en avant que l'adaptation du vieillissement intègre les capacités de l'individu, l'évolution de ses capacités, ainsi que des facteurs physiques et sociaux. Permettre le maintien à domicile résulte alors du maintien de la pression environnementale dans la zone de confort, donc c'est la zone qu'on voit au milieu sur le schéma de Lawton, là où les capacités de la personne et les exigences de son milieu sont en adéquation. Et pour aller plus loin sur les facteurs qui sont favorables au bien vieillir des individus, on peut également s'appuyer sur d'autres recherches qui ont mis en perspective d'autres facteurs favorables au bien vieillir. Ici, j'en ai cité 3 en particulier. Donc, j'ai pris l'exemple des zones bleues. Je ne sais pas si ça vous parle. Ce sont les zones, les territoires qui comptabilisent le plus grand nombre, le plus grand ratio de personnes de plus de 100 ans, donc des zones de longévité. Et sur ces zones, les recherches ont mis en évidence 9 facteurs du bien vieillir. D'abord, une activité physique modérée et régulière, un but dans la vie, la réduction du stress, la restriction calorique, une alimentation à base d'aliments d'origine végétale, une consommation modérée d'alcool, un engagement spirituel ou religieux, un engagement dans la vie de famille et un engagement dans la vie sociale. Donc on voit parmi ces facteurs qu'il y a à la fois des facteurs intrinsèques vraiment propres aux personnes et également des facteurs sur lesquels l'aménagement peut avoir un impact. Donc l'aménagement de la ville, l'activité sociale et culturelle ou le dynamisme économique d'une ville. On observe notamment certaines villes qui mettent en avant, qui travaillent justement pour favoriser ces différentes caractéristiques. C'est notamment le cas de la ville de Singapour, qui travaille pour favoriser les facteurs du bien vieillir. Et d'ailleurs, je vous invite à regarder, il y a un documentaire sur les zones bleues qui s'appelle « 100 ans de plénitude, les secrets des zones bleues ». Et donc, vous allez voir, ça retrace un petit peu les travaux de recherche sur ce sujet. C'est vraiment intéressant. Je voulais également parler des travaux du géographe Philippe Gerbert, qui a largement documenté ce sujet. Donc lui, il a mené plusieurs études au Luxembourg sur les caractéristiques de l'habitat et le vieillissement, en se concentrant sur les impacts de l'environnement de vie sur la santé et le bien-être des personnes âgées. Il a fait une étude avec 903 ménages qu'il a interrogé des gens qui vivaient dans 6 zones résidentielles différentes. Et donc ces études montrent que l'environnement résidentiel et l'adaptation du logement ont un impact significatif sur la qualité de vie des personnes âgées, donc ça on n'en doutait pas trop. Et il a également souligné l'impact négatif de l'isolement social sur les personnes âgées, en particulier lorsque leur habitat ne favorise pas les interactions sociales. Donc les quartiers qui offrent des espaces communautaires et des services accessibles contribuent à réduire ce sentiment d'isolement. Les recherches de Philippe Gerbert explorent comment les personnes âgées perçoivent leur environnement résidentiel et comment ces perceptions influencent leur satisfaction de vie.
une perception positive est souvent liée à une meilleure santé mentale et physique. Donc on voit vraiment l'impact de l'environnement sur l'état de santé de la personne. Et ces résultats montrent également que la proximité des services de santé, des commerces et des espaces de loisirs est cruciale pour le bien-être des personnes âgées. Donc ces éléments favorisent l'autonomie et la qualité de vie. Et enfin, en dernier exemple, je voulais aussi vous parler du travail du CEREMA, du CEREMA dans le nord de la France, qui a fait une étude sur le zonage du bien vieillir. Et donc, le centre d'études a développé des méthodes de cartographie pour identifier les zones où le vieillissement est mieux soutenu. Et donc ces cartes intègrent des critères tels que l'accessibilité aux services, les services de santé, la disponibilité de logements adaptés, la qualité des infrastructures de mobilité et la proximité des espaces verts. Et le CEREMA, dans ses conclusions, insiste sur le rôle crucial des collectivités locales dans l'aménagement des territoires pour le bien vieillir. Les résultats soulignent l'importance de la concertation avec les habitants et les acteurs locaux pour co-construire des solutions adaptées au territoire. Et c'est notamment nous ce qu'on essaie de faire aussi chez Allogia avec notre outil Revealcare. L'idée, c'est vraiment de travailler à partir des données du territoire avec les acteurs du territoire pour construire ensemble des solutions qui soient durables. Donc finalement, ces travaux de recherche, ils viennent supporter ou questionner l'influence réciproque de la santé et de l'environnement afin d'apporter une contribution qui appréhende le phénomène du vieillissement en lien avec la ville et le territoire. Ils mettent en avant le fait que l'adaptation au vieillissement n'est pas qu'une question d'accessibilité, mais également une réflexion profonde sur les interactions entre les citoyens et la ville, les citoyens et leur logement, leur environnement et les autres citoyens. Et que finalement, l'écosystème du bien vieillir pourrait se résumer à nos environnements quotidiens, physiques et sociaux, auxquels viennent s'ajouter les acteurs et les organismes de la prévention et de la santé. En d'autres termes, que l'écosystème du bien vieillir ne désigne pas les services, les commerces et les organismes spécifiques aux seniors. Donc si vous deviez retenir une seule chose de mon intervention, c'est que l'adaptation de la société au vieillissement, ce n'est pas l'enjeu uniquement des personnes âgées. Merci beaucoup pour cette riche introduction et je pense que voilà, un certain nombre d'éléments que vous nous avez apportés entrent complètement en résonance ensuite avec les expériences territoriales que nous allons évoquer par la suite. Je vais demander à Odile Dubois-Joie, qui est directrice des études de l'ANIL, l'Agence nationale pour l'information sur le logement, de nous présenter en synthèse, en résumé, les travaux très riches qui ont été faits par l'ANIL en prenant appui sur les agences départementales d'information sur le logement pour plus particulièrement mettre en relief les actions des collectivités locales sur les enjeux du bien vieillir, rôle important que vous avez aussi souligné, Lisa Potier. Tout à fait. Donc moi, je n'ai pas de PowerPoint, donc vous êtes condamnés à m'écouter. Alors, en effet, comme le disait Madame Chalencourt, l'ANIL a publié en mars 2023 une étude sur la prise en compte du bien vieillir chez soi dans les politiques locales de l'habitat. Alors, elle fait suite à une première étude publiée en 2010 sur les convergences des politiques publiques du vieillissement et des politiques locales de l'habitat. Bilan, peut mieux faire. 10 ans après, du coup, alors que la transition démographique est bien avancée, les chiffres de Madame Potier sont assez édifiants, l'étude fait le point, notre étude donc de 2023, sur les enjeux en matière d'accompagnement du vieillissement et la manière dont les politiques locales de l'habitat s'en saisissent. Alors déjà, premier élément de contexte, les politiques publiques sont encore très largement empreintes d'une approche biomédicale de la vieillesse qui est héritée des années 70 et qui finalement ont beaucoup axé les politiques du logement autour de la prise en charge de la dépendance par des aides financières à l'adaptation du logement. Le virage domiciliaire, qu'empruntent également les politiques publiques actuelles, réaffirme la priorité d'adapter le parc au vieillissement pour permettre aux seniors de rester le plus longtemps dans leur domicile. Cela correspond au souhait des seniors, vous avez une statistique là-dessus. C'est aussi une réalité statistique, se rappeler que plus de 95% des seniors vivent actuellement dans leur domicile. Et cette part sera la même dans 30 ans si, effectivement, une politique de maintien à domicile active est menée. Mais l'adaptation des logements en vieillissement trouve finalement sa pleine efficacité lorsqu'elle s'inscrit dans un registre préventif. C'est-à-dire lorsqu'elle intervient en amont des premières chutes, qu'elle retarde. Or, l'âge moyen des travaux est de 84 ans. Notre enquête, qu'on a administrée auprès de près de 3700 seniors, donc un échantillon qui raconte des choses, nous confirme que les seniors valides ne se projettent pas dans une dépendance future, qu'ils mettent à distance. Les travaux d'adaptation sont effectués effectivement à l'apparition des premiers problèmes. À noter d'ailleurs que la sémantique des aides publiques associe les aides à la perte d'autonomie.
Alors que les travaux d'adaptation, c'est ce qu'a révélé notre enquête, et qui est importante en termes de politique publique, sont d'abord reçus comme des travaux d'amélioration du confort d'usage. Un exercice intéressant, on a interrogé les seniors sur avez-vous fait des travaux au titre de la perte d'autonomie. Seuls 18% dit on en a fait ou on en a le projet, ce qui semble peu. On pose la même question différemment, est-ce que vous avez prévu de faire des travaux d'amélioration de votre logement? Là, la part monte à 1 sur 2. Qu'est-ce qui arrive en pôle position? Les changements sanitaires qui concourent à l'autonomie. Donc on voit bien que les travaux d'adaptation sont d'abord reçus comme des travaux d'amélioration du confort d'usage et interpellent plus largement les politiques d'amélioration du parc privé dont sont en charge les EPCI. Pareillement, je vous rejoins, la prise en compte du vieillissement ne se réduit pas par ailleurs à la seule prise en compte de la dépendance. Notre étude et notre enquête montrent que le parcours résidentiel des seniors est également constitué de ruptures et génère des besoins en logement dont la satisfaction entre pleinement dans le champ des politiques de l'habitat pilotées par les collectivités locales. Alors tout d'abord, bien vieillir chez soi, peut-être au-delà de l'adaptation, un autre chez soi. Enseignement très marquant dans notre enquête, le retour dans le parc locatif s'envisage volontiers lorsqu'il permet de se rapprocher des services et des commerces. D'ailleurs, lors de cette étude, j'ai eu l'occasion d'échanger avec des bailleurs et un bailleur m'expliquait que dans des résidences seniors qui étaient développées en centre-bourg, ils avaient parmi des locataires des anciens propriétaires occupants. En effet, les seniors ont finalement une approche assez positive de ces solutions dites intermédiaires, dès lors qu'elles plus pour l'environnement qu'elles constituent d'ailleurs quand on les interroge, mais encore faut-il qu'elles soient connues, ce qui n'est pas toujours le cas. En soi, enfin, bien vieillir chez soi est aussi une question économique, comme l'accès au logement peut l'être. Bien qu'elle soit statistiquement considérée comme une population bien logée, les seniors sont exposés à des difficultés économiques qui pèsent sur le bien vieillir, et en particulier les femmes veuves. On vit encore un peu plus longtemps que les hommes, donc on est plus fréquemment veuve. Et ça pèse effectivement sur les ressources économiques. Et on voit que quand on leur commence à les interroger sur les difficultés de maintien à domicile, on voit que le logement est devenu trop cher à entretenir, que le déménagement est entravé aussi par des capacités financières, même s'il y a des blocages émotionnels, mais ceux-là sont peut-être plus perçus que les blocages financiers. Et finalement, les problématiques de l'habitat sont confrontées, les politiques de l'habitat, sont confrontées de plus en plus à un jeu de prévention d'une nouvelle forme de mal logement que commence à visibiliser la précarité énergétique des seniors et qui va monter en puissance, ne serait-ce que par l'effet démographique qui vous a été démontré. Finalement, les politiques en faveur du bien vieillir chez soi agissent sur 4 échelles. Le logement, mais également la possibilité de sortir de son logement, le quartier, la possibilité de se déplacer. Dans notre enquête, on a vu les difficultés liées aux espaces publics, donc parcourir la ville, accéder aux services, et quand on n'habite pas la ville, accéder à la ville. Et donc, finalement, ça relève en effet de compétences et d'échelles diverses. Pour autant, la bonne articulation de ces 4 échelles du bien vieillir désigne certainement l'intercommunalité au regard de ses compétences comme l'échelon de coordination des politiques sociales, urbaines, de l'habitat, du développement territorial, avec tout ce que ça emporte en termes de mobilité, services, accès aux soins. Et c'est là que lorsqu'on interroge d'ailleurs les collectivités locales sur la manière dont elles s'emparent de la question du vieillissement dans leur politique de l'habitat, on observe un foisonnement d'initiatives locales. Certaines mettent en place des aides au déménagement des seniors. Il y a pas mal de travaux sur la connaissance du parc adapté, notamment dans le parc social. Des maisons témoins aussi, pour rendre concret et surtout désirable les travaux d'adaptation dans cette projection dont je vous parlais. Ou encore des appels à manifestation d'intérêt qui permettent de coordonner les réponses architecturales, urbaines et sociales pour créer un logement adapté au vieillissement. Mais on voit bien que ces actions en faveur du bien vieillir de nos aînés sont plus ou moins intégrées dans la stratégie de la collectivité. En effet, leur pleine intégration est pour le coup assez dépendante du portage politique, on voyait ce qui faisait quand même la différence, qui assure finalement la nécessaire approche transversale des politiques en matière de faveur du bien vieillir. Et c'est pour ça qu'on a essayé de faire un exercice de typologie de 3 grandes catégories de positionnement des EPCI dans l'exercice de leur mission et de leurs compétences. Le premier, je dirais peut-être le plus fréquent, on a une politique du logement qui reste encore centrée sur un besoin spécifique. Ceux qui font du pélage, vous verrez très bien ce que je veux dire par besoin spécifique. Les personnes âgées sont considérées comme des populations à besoins spécifiques dont la réponse habitat et l'adaptation du logement, le reste relevant du champ du médico-social. Ça évolue, mais ça reste encore assez présent dans les politiques locales de l'habitat. Puis après, il y a un deuxième niveau. On a une politique de l'habitat qui, elle, développe un programme dédié pour le logement des seniors,
assez fréquemment dans ce qu'on a pu observer en étroite collaboration avec les bailleurs. Alors bien évidemment, il y a l'adaptation du logement, mais plus largement, on réfléchit aussi programmation de logements inclusifs, cartographie de terrains propices au vieillissement, comme les cartes du CEREMA, d'autres territoires les ont mis en œuvre. Commence aussi à travailler sur des copiles intermétiers, interpartenaires. Et là, on rentre dans un niveau de transversalité qui commence peut-être à s'approcher sur la question à 360 degrés du vieillissement, qui est effectivement une question large. Et puis après, vous avez le dernier degré qu'on a pu observer de manière peut-être moins fréquente encore, à savoir une politique senior qui est transversale, intégrée, portée politiquement, j'insiste, et qui va finalement de la connaissance des besoins et de l'offre à son inscription dans des documents de planification, qui sont le PLH, mais pas que. Et puis l'instauration, surtout d'une gouvernance qui associe l'ensemble des acteurs pour l'animation territoriale. Et là, on retrouve autour de la table la dimension accompagnement de l'individu qui dialogue avec la dimension habitat. Pour citer il y a quelques collectivités qui sont porteuses d'innovation. Pour avoir un exemple, je pense au projet Village. Alors, c'est un jeu de mots avec âge à Nantes, où il y a effectivement l'idée d'avoir un pôle où on retrouve finalement l'ensemble des équipements infrastructures qui permettent un parcours de vie des aînés, et c'est le terme utilisé. D'ailleurs, c'est le nom d'une direction de la ville de Nantes. Donc intéressant aussi en termes de sémantique et de changement de regard sur la manière d'accompagner la vieillesse. Et si l'on devait résumer finalement les principales évolutions depuis les constats réalisés de l'étude de 2010 par la précédente étude de l'ANIL, on peut déjà remarquer qu'on a des stratégies locales qui vont désormais au-delà des politiques sociales et médico-sociales quand elles abordent la question du vieillissement, pour intégrer désormais les questions d'aménagement du territoire. Et on voit que des programmes comme Petites Villes de demain ou Action Cœur de Ville finalement contribuent de plus en plus à faire du vieillissement une donnée de programmation du projet. On voit aussi qu'il y a eu le déploiement des conférences des financeurs de l'habitat inclusif. Elles ont cette vertu d'ouvrir des espaces d'échange entre acteurs de différents horizons. Donc voilà, commence à avoir cette vision à 360. On a également un centre de ressources qui, je voudrais quand même le citer, c'est la structuration du réseau francophone des villes amies des aînés. Un élu qu'on avait interviewé nous a dit que c'est une boîte à outils assez fantastique, effectivement, donne des méthodes, des initiatives. On a un guichet unique depuis le 1er janvier 2024 qui est porté par l'ANA, MaPrimeAdapt, petit glissement de sémantique. Et puis des ménages qui se projettent davantage dans les habitats intermédiaires, mais l'on voit quand même que là, c'est souvent dans le cas où il y a des collectivités qui sont un peu porteuses, qui font de la concertation dans le cadre de leur PLH pour justement expliquer ces solutions. Alors, finalement, les exemples de politique intégrée n'ont finalement rien de systématique. Peut-être qu'il manque un cadre national qui permet peut-être d'impulser. Je pense à une délégation interministérielle à la vieillesse, ça n'existe pas. Cette DIV-là n'existe pas, en tout cas. Et nous avons, pour conclure, quelques éléments qui font un peu écho, j'imagine, avec les travaux que vous aurez dans la matinée, à savoir, finalement, cette transition démographique, comment les collectivités, dont on voit notamment les intercommunalités, on voit l'importance de leur rôle de coordination, peuvent être peut-être moteur, déjà faire évoluer l'accompagnement attendu par le virage domiciliaire. Il ne faut pas se leurrer, le maintien à domicile constituera la principale réponse quantitative. Mais ça veut dire intégrer l'adaptation dans un projet d'habitat plus global, la réno énergétique, le confort d'usage. On voit bien que ça converge. Mais il y a aussi des démarches d'aller vers qui aussi commencent à se développer dans certaines intercommunalités pour du repérage, mais aussi peut-être accompagner davantage d'anticipation sur la réalisation des travaux. Rendre aussi les seniors prescripteurs de solutions d'adaptation dans le cadre de l'animation territoriale. Ces cas de maisons qui ont été plutôt modernes, qui rendent quelque part l'adaptation un peu plus sexy, un peu plus projetable. Et donc, on voit bien en quoi les EPCI, les interco, sont en première ligne au titre de leurs compétences d'amélioration de l'habitat et aussi de leur capacité à dialoguer et coordonner au sein d'espaces, des maisons de l'habitat, des travaux avec les acteurs privés, institutionnels, qui sont aussi partie prenante du bien vieillir. Les deux collectivités, elles ont à la main un document qui s'appelle le programme local de l'habitat. C'est juste la stratégie habitat de la collectivité pendant 6 ans. On voit bien l'intérêt que beaucoup des PLH, encore, il y a des travaux qui le montrent, cantonnent la prise en compte du vieillissement à la fiche action en adaptation du logement, la fameuse fiche. Et pourtant, on voit bien qu'il y a un enjeu de faire la transition démographique, de la même manière que la transition écologique, une donnée d'entrée de ces documents de programmation. Ça passe par des choses assez classiques, définir des objectifs obligatoires de location accessible aux seniors. La question, effectivement, d'identifier ces fameux fonciers, donc j'appelle gérontocapables, qui peuvent être, au titre de la compatibilité des PLH, des PLU,
intégrer dans les PLU, voire pourquoi pas créer des servitudes de mixité intergénérationnelle qui permettraient de porter ce type de programme bien localisé, ou négocier des chartes promoteurs qui favorisent l'évolutivité du bâti, parce qu'il y a encore un point important, le bâti neuf d'aujourd'hui logera les seniors de demain, c'est une évidence. Et peut-être qu'il serait intéressant d'intégrer dès la conception du logement l'évolutivité du bâti pour en faciliter son adaptation future, c'est un premier élément, ce qui requiert de créer des référentiels basés sur l'expertise d'usage. Et là encore, c'est des appels à projets qui peuvent être portés par les collectivités et qui peuvent faire caisse de résonance. Enfin, la construction neuve n'est pas l'unique réponse. On le sait bien, le parc existant constitue un gisement de production d'habitat senior. Et on voit bien que c'est quelque chose qui est de plus en plus intégré dans les stratégies habitat des politiques de reconquête de centre-ville. Et pour conclure, on voit bien que tout cela, il y a l'expertise des collectivités locales à accompagner. Le réseau francophone des villes Amis des aînés fait déjà un travail important en ce sens. On voit bien qu'il y a intérêt à diffuser des initiatives locales inspirantes, tant sur le plan opérationnel, des solutions, sur la gouvernance, très important, la gouvernance, et constituer finalement un centre de ressources, former et informer les élus locaux aussi sur ce que peut apporter la transition démographique. Et notamment, on a la Silver Economy, qui est vraiment un gisement de solutions pour aménager le logement, les villes, les transports, pour tendre vers cette accessibilité universelle que la démographie nous oblige. Et là encore, on voit bien que la capacité, les collectivités, par les outils qu'elles ont à leurs mains, sont aussi des promoteurs de ces initiatives. Merci beaucoup pour cette présentation. Donc, si vous voulez aller plus loin sur cette étude et la lire de manière intégrale, elle est disponible sur le site de l'ANIL. Donc, voilà, vous pouvez approfondir ce qui vient de nous être présenté par Odile Dubois-Joie ce matin. Donc, merci beaucoup à nos deux intervenantes. Ce que je vous propose, c'est que nous enchaînions avec la table ronde et puis nous aurons un temps de questions. Donc, à la fois, les personnes qui sont à distance peuvent poser des questions sur le chat. Et puis pour les personnes qui sont ici présentes, Lisa Potier et Odile Dubois-Joie vont rester avec nous, donc elles pourront répondre à vos questions également ultérieurement. Donc je vais enchaîner avec la table ronde et je vais demander à Morgane Blin, qui est directeur général de France Loire, donc, qui est une ESH du groupe Arcade Vive, à Thomas Dudebout, vice-président du département de l'Aisne, maire adjoint de Saint-Quentin et président du réseau francophone des villes Amis des aînés, qui a été évoqué par Odile Dubois-Joie. Donc on aura le plaisir de pouvoir aussi échanger sur ce réseau, et puis il aura à la fois entendu les propositions exprimées et pourra nous en dire un peu plus. Et puis nous avons à distance également donc Pascal Nem, qui est directeur général de Deux Fleuves Loire Habitat, qui est donc l'OPH de la Loire, et Laetitia Pouvreau, première adjointe de Valence en Poitou, qui sont à distance et que l'on doit pouvoir voir sur le côté de notre écran. Donc, ce que je vous propose dans le cadre de cette table ronde, c'est qu'on commence par un premier temps de présentation des initiatives qui ont été portées dans ces territoires pour répondre aux enjeux du bien vieillir. Donc, à chaque fois, ce sont des initiatives partenariales entre une collectivité locale et un organisme de logement social, et ce qui nous permettra de rentrer concrètement dans des exemples et puis ensuite d'échanger sur justement les conditions de réussite et ce qui pourrait être fait pour favoriser ces projets. Donc je vais commencer par vous, Monsieur Blin. Donc vous intervenez sur la région centre et ce que je vous propose, c'est de nous présenter plus particulièrement votre projet sur Saint-Amand-Montrond, qui est une ville inscrite dans le programme Petite Ville de demain. Donc Saint-Amand-Montrond se situe dans le Cher, et peut-être en nous le situant aussi plus globalement dans votre stratégie en tant que France Loire Habitat et en tant que groupe Arcade Vive rapidement, puis voilà, ne pas hésiter à nous présenter ensuite des éléments concrets de ce projet. Merci pour votre invitation. Donc, France Loire est une société qui exerce ses missions principalement en région Centre-Val de Loire. Nous gérons 12 500 logements et sommes propriétaires de 24 établissements foyers, personnes handicapées, personnes âgées ou étudiants. Nous faisons partie du groupe Arcade Vive, dont la conviction, c'est que logement et santé sont indissociables. Pour le dire autrement, le logement est le 4e déterminant de santé. Une fois qu'on a posé ce principe, comment la promesse se concrétise ? Eh bien,
à date, elle se concrétise par un label qui s'appelle Mon Logement Santé et qui oblige les sociétés qui construisent à respecter des engagements tant sur le bâti que sur les services qui sont associés pour permettre que le logement soit promoteur de santé. Et j'insiste, la notion de logement et santé sont les éléments essentiels, notamment sur la thématique qui nous concerne aujourd'hui. La particularité du groupe Arcade Vive, c'est qu'elle réunit les expertises des mutuelles, donc sur la santé et la protection sociale, et un groupe d'habitat social sur sa capacité à innover. Et donc la réunion de ces deux expertises trouve son sens plus encore sur la question du vieillissement, évidemment. Puisque, vous l'avez cité tout à l'heure en introduction, moi dans les chiffres qui me marquent à date, c'est effectivement cet accroissement des seniors dans la société, mais plus particulièrement, c'est qu'en même temps que l'âge, et notamment des hommes, vous l'avez dit, progresse, celui des seniors en bon état de santé régresse. Puisque l'âge à partir duquel aujourd'hui on rencontre des problèmes de santé, c'est 72 ans. Donc on a une population qui croît et une population en bonne santé qui décroît. Donc la problématique, elle est particulièrement importante et il nous faut chacun, à notre échelle, pouvoir apporter des réponses. Et c'est dans ce cadre-là que le groupe Arcade Vive, et plus précisément François, intervient, puisque, fort de l'adossement, j'allais dire, à des spécialistes de la prévention que sont les mutuelles, notre angle est un petit peu différent. Vous le savez, aujourd'hui, assez rapidement dans nos sociétés, on entend vous êtes ancien, vous êtes vieux, vous êtes senior. Et donc, on commence à mettre dans l'esprit des uns et des autres cette difficulté. Et ce que l'on pense, c'est qu'il faut mener les actions nécessaires pour faire en sorte que cette question du vieillissement soit multiple et diverse. Aujourd'hui, la réponse, c'est le domicile. C'est les établissements médico-sociaux. Au milieu, il y a évidemment le fait de pouvoir se maintenir à domicile, dans un autre domicile que peut-être le sien, mais de bénéficier autour d'un certain nombre de services. Et c'est dans cet esprit, comme d'autres d'ailleurs, mais je pense qu'on l'a fait avec un angle différent, on a décidé de remettre au goût du jour un concept plus que centenaire qu'on appelle le béguinage, qui est un concept qui est à l'origine basé sur le principe de créer une communauté pour des femmes qui n'étaient pas religieuses au sein d'une communauté religieuse pour permettre d'avoir la sécurité et l'entraide nécessaire à passer des périodes difficiles. Eh bien, ce concept, on a trouvé plein de sens pour répondre à la problématique des seniors, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est l'isolement qui est une des difficultés principales. Et cette difficulté principale, on a décidé d'y répondre en reprenant ce concept dont l'illustration est, je pense, à travers son architecture. La logique est une logique urbaine de fer à cheval, de petits logements pavillonnaires, environ 25 logements, et qui à la fois vont permettre un logement autonome, indépendant, avec l'intimité qu'on veut avoir en étant senior, c'est-à-dire son jardinet, son petit espace. Mais en même temps, cette configuration permet un espace central très travaillé, très paysager et très passant. C'est-à-dire quand vous êtes chez vous, à votre fenêtre, vous voyez que ça circule à l'intérieur, c'est rassurant, c'est sécurisant. Le logement est bien évidemment adapté et on a pu bénéficier des conseils de ceux qui sont les spécialistes de la santé sur ce sujet, parce que j'insiste, mais je le crois profondément, cette question de l'habitat et les seniors ne peut pas être laissée uniquement à l'activité de promotion immobilière. C'est un risque majeur. Je le dis parce que certains projets, par exemple, ont pris le parti de ne pas mettre de cuisine dans les petits logements tout en ayant des espaces communs d'animation. Ne pas faire la cuisine pour soi-même, c'est le premier élément de déchéance de la personne âgée. Ça, si vous êtes spécialiste de la santé, vous le savez. Si vous êtes promoteur immobilier, vous ne le savez pas. Et donc, je pense que notre enjeu, c'est de construire et c'est de ne pas faire des erreurs face à un besoin qui est extrêmement fort de ces logements. Et enfin, ce béguinage qui est au-delà d'un fer à cheval avec des logements de petite typologie, T2, T3, c'est une salle d'activité commune et on vient y greffer une animation faite par un spécialiste de la prévention du vieillissement. Pour ce qui nous concerne, c'est Vive 3, qui est la branche médico-sociale en fait, du groupe Vive, et qui, à travers une animation 35 heures par semaine, va permettre toutes ces activités de prévention. Et on arrive donc à un concept où on a un loyer,
logement social, sur lequel on vient greffer une part d'animation. La particularité peut-être de ce béguinage qui s'est construit avec les collectivités à l'échelle de l'intercommunalité, vous l'avez dit, qui est la bonne échelle. D'abord, on construit à l'échelle de la ville et puis on s'aperçoit que c'est un peu plus large que ça. C'est cette question du financement. Puisque finalement, on arrive de base à quelque chose qui est un intermédiaire entre la maison de retraite et le logement, en termes de prix et d'accès. Néanmoins, la capacité de la population sociale à payer cette prestation peut se poser. Alors on parle beaucoup des aides à la vie partagée, des financements, mais très franchement, à l'échelle de la problématique du vieillissement, je crois qu'on n'est pas en ligne. Et donc, peut-être faut-il, et c'est ce qu'on croit, avoir des réponses type béguinage sur lesquelles les habitants sont capables de payer cette prestation et peut-être de cibler les aides sur ceux qui n'auraient pas les moyens de le faire pour permettre un accès à ces béguinages qui ont cette animation qui est ouverte. On n'est pas au sein d'un village gaulois, même si on appelle ça un village dans la ville, puisque l'essentiel, c'est que ces seniors, à travers l'animation, soient ouverts sur la ville, en proximité des services, des commerces. Vous le citiez, dans les déterminants qui permettent de bien vieillir, eh bien, il y a ceux qui sont classiques pour chacun d'entre nous aussi. Et il faut qu'on soit proche des services, en bonne santé physiquement et mentalement. Donc voilà ce concept sur lequel aujourd'hui nous avons donc ces 2 ans de recul qui nous confortent dans le fait qu'on a vraiment quelque chose qui répond aux besoins. On a 2 autres béguinages qui vont être livrés cette année sur des petites villes et villes moyennes. Et puis on a 10 autres projets qui sont en cours aujourd'hui avec différentes collectivités. Et donc le rôle de la collectivité est essentiel parce que le lien entre le béguinage et la ville se fait par la collectivité et ses propres services. Mais ce qu'on croit, c'est que l'animation doit se faire par des spécialistes parce que l'association ici, la bonne intention là-bas n'est pas pérenne. Et on doit aux seniors le fait que ce soit pérenne. Ceci étant, les constats aujourd'hui qu'on peut faire sont que, mais on en reparlera, les conditions, j'allais dire, réglementaires pour répondre à ce besoin évident des seniors sont quand même complexes à remplir et il faut être créatif et ingénieux au-delà, j'allais dire, du besoin qui est important. Donc voilà la conclusion que j'en tirerai. Et donc, on a mis à l'écran une photo de l'opération de Saint-Amand-Montrond, le Clos La Marmande. Merci beaucoup pour cette première présentation. Je vais demander à Pascal Nem, donc on va partir dans la Loire, de nous présenter également une des opérations qu'il a menées à Saint-Romain-du-Puy, qui est un projet qui va au-delà finalement de la seule prise en compte des enjeux du bien vieillir et qui s'inscrit justement dans un projet global et dans la vie de la commune. Bonjour à tous, si vous m'entendez bien, je poursuis comme ça. Oui, très bien, on vous entend bien. Parfait. Merci de cette invitation. Deux Fleuves Loire Habitat est le bailleur social rattaché à la collectivité du département de la Loire. Donc une intervention sur l'ensemble du département, office public de l'habitat, 12 000 logements et 30 établissements foyers, comme il vient d'être présenté par France Loire, établissement pour personnes âgées, handicapées et souvent en perte d'autonomie. Simplement un mot, Deux Fleuves Loire Habitat, puisqu'aujourd'hui nous sommes dans un groupe, le groupe Deux Fleuves, avec nos collègues du Rhône, ex-OPAC du Rhône, Deux Fleuves Rhône Habitat, puisque nous avons eu besoin de nous rapprocher dans le cadre des obligations de la loi Elan. Alors, il y a plein de choses extrêmement intéressantes qui ont été dites juste avant et dans lesquelles on se retrouve pleinement sur tout ce qui peut être accompagnement, difficultés, scission aussi de gestion entre les logements et les services. L'opération de Saint-Romain-le-Puy que vous citiez, les Jardins de Romane, c'est une opération pour laquelle on a répondu à un appel à projet lancé par la commune de Saint-Romain-le-Puy, qui est une petite commune du centre du département, petite commune, mais commune en déficit de logements sociaux, article 55 de la loi SRU, et qui avait un besoin identifié de 3 types de produits dans cet appel à projet, du logement locatif,
avec le souhait d'avoir du locatif familial et du locatif senior et de l'accession à la propriété. Alors, on n'a pas répondu seul à cet appel à projet, on a répondu avec un promoteur dont les produits qu'on avait fait ensemble sur des opérations précédentes nous plaisaient, et on se disait qu'avec lui, il y avait un vrai partenariat qui pourrait se nouer dans ce qu'on souhaitait faire de cet appel à projet. L'opération finale pour laquelle on a été retenu donc représente 60 logements, 20 logements locatifs familiaux, 20 logements locatifs seniors et 20 logements en accession à la propriété. Au début, finalement, c'était juste un petit peu ça et pas beaucoup plus, même si l'expérience de Loire Habitat était plus ancienne sur l'accompagnement des personnes âgées avec des services collectifs. Et c'était pas beaucoup plus que ça, et c'est devenu énormément plus que ça par l'implication de tout le monde, de la commune, du promoteur qui s'est investi au-delà de tout ce qu'on aurait pu imaginer, de Loire Habitat qui a mis des moyens aussi pour accompagner tout ça, parce que accompagner tout ça, c'est pas juste un accompagnement au moment du dessin ou au moment de la désignation des services. C'est un accompagnement qui est long, qui doit être constant, parce que ce qu'on imagine à un moment donné, il faut l'imaginer en lien avec ceux qui vont l'habiter demain, ou en tout cas en lien avec ceux qui connaissent les besoins. Ensuite, il y a le fait de le faire vivre un moment et le fait de faire perdurer dans le temps. Parce qu'il y a plein d'opérations de ce type-là où on a connu des belles expériences au début et puis qui ont pu se transformer aussi en échec. Il a été rappelé aussi juste avant un petit peu la dissociation entre justement la partie gestion logement et gestion service. Et on a la partie bail locatif et la gestion contrat de service collectif aussi. Tout ne peut pas être lié, donc tout n'est pas si simple dans le temps à faire vivre. Donc, quand je dis qu'on est allé beaucoup plus loin que ce qui était imaginé au départ, c'est que au-delà de ces 60 logements, on est venu accoler au centre de l'opération une espèce de bâtiment tiers-lieu avec trois destinations différentes. Une destination qu'on a voulu très conviviale au sein du programme, mais aussi à l'échelle de la commune. Donc, le Café Papote. Le Café Papote, voilà, qui a été, dont on voit des images, une petite vidéo à l'écran, qui a été imaginé vraiment comme un lieu de vie pour le programme, pour le quartier, pour la commune, et qu'il faut toujours essayer de faire vivre pour venir juste prendre un café ou un jus de fruits, mais aussi pour venir faire des animations du mercredi, des animations pendant les vacances scolaires pour les enfants, des animations en invitant les gens du village aussi à venir occuper les lieux. L'idée était de ne pas créer de distance entre ce projet et ce qui pouvait exister dans la commune. Donc des associations, des commerçants, et par exemple, viennent occuper ce lieu pendant leur réunion d'échange. À côté de ce Café Papote, on a créé un petit lieu à côté, l'atelier des projets, un café repair. Donc là, l'idée, c'est vraiment que chacun puisse venir apporter ses compétences. Celui qui sait faire du tricot, celui qui sait réparer une tondeuse, celui qui sait faire un petit peu d'électronique et aider. Donc on a mis à disposition des outils, du matériel pour réparer des équipements électroniques, etc. Et ça vit dans le temps. Et donc régulièrement, on nous demande si on peut approvisionner en matériaux différents. Et puis le troisième lieu qui est important pour le sujet dont on parle aujourd'hui et qu'on met souvent en place, qu'on a appelé ici le carré des anciens, et qui est, alors bien entendu, nos 20 locataires qui sont dans les logements plutôt dédiés aux personnes âgées ont accès à l'ensemble des deux autres lieux. Par contre, le lieu qui leur est dédié, c'est vraiment eux qui sont les occupants
et qui le font vivre. L'idée, c'est vraiment aussi qu'ils trouvent un espace de calme où ils sont bien. Alors cet espace, on le fait vivre, ce tiers-lieu complet avec ces 3 espaces, on ne le fait pas vivre tout seul. On a créé une association pour le faire vivre, une association qu'on a nommée la Compagnie du Canal parce qu'on se situe simplement à côté d'un canal qui irrigue la plaine du Forêt. On est 3 à être à l'initiative de cette association. Le promoteur, qui est président de l'association, De Fleuve Loire Habitat, qui est le trésorier de l'association, et la commune, qui est le secrétaire de l'association, avec bien évidemment l'objectif de passer la main. Alors, on met du temps pour passer la main. On va passer la main là, début 2025, maintenant que les 60 logements sont bien occupés. On sait que sur le locatif, ça tourne aussi un peu plus, que l'accession est plus stable. Donc, on a attendu que l'accession soit occupée, qu'on trouve les bonnes personnes pour reprendre la gestion de cette association, parce qu'il faut le faire vivre au quotidien, trouver les animations, faire venir du monde, etc. Au-delà de cette association pour faire vivre les lieux, on a une association dédiée pour faire vivre les services collectifs aux personnes âgées. Donc nous, on s'attache sur nos opérations à travailler avec l'ADMR, aide à domicile en milieu rural, parce qu'ils ont un réseau extrêmement développé sur le milieu rural et un réseau de bénévoles qui est très fort. On assure de la veille bienveillante, on assure des temps de repas et des temps d'échange dans la semaine, simplement des temps d'animation aussi dans la salle. Mais ces temps-là, on ne les bâtit pas tout seul. On bâtit le premier sur ce qui nous semble intéressant et au regard des expériences qu'on a sur les autres projets. Par contre, on a un comité de pilotage avec des référents locataires. Loire Habitat qui est présent, la commune qui est présente et l'association gestionnaire des services collectifs. Et on s'attache à le faire évoluer dans le temps en fonction de leurs besoins, de leurs souhaits aussi. On change des horaires de veille bienveillante, on fait les animations qu'ils ont décidées entre eux. En tout cas, on le fait vivre. On essaye de se voir 2 fois par an pour essayer de faire vivre simplement ça au regard de ceux qui y habitent, puisque là, ils tournent aussi. Il y a de la rotation sur ces logements-là. Et donc, il faut qu'on s'adapte à eux. Ce n'est pas un lieu médicalisé non plus. C'est un message qui est assez fort. On avait des premières opérations où on avait des services collectifs qui étaient trop présents 2 fois par jour, 7 jours sur 7. Et finalement, les personnes étaient très bien chez elles, mais on n'est pas médicalisé et les personnes les plus fragiles ne pouvaient plus rester, mais ne souhaitaient pas partir. Donc, on a souhaité réduire un petit peu ce temps de service collectif à des passages 1 fois par jour et uniquement les jours de la semaine. L'idée étant surtout de dire que quand on a besoin de plus, malheureusement, c'est plus le lieu parce que ça reste un lieu de vie avec un début de dépendance mais une certaine autonomie. Merci beaucoup pour cette présentation qui rentre aussi en résonance avec plusieurs ateliers qui s'étaient déroulés dans le cadre du cycle sur les difficultés, les enjeux pour faire vivre à la fois ces temps d'animation, ces temps collectifs, trouver le bon équilibre et puis aussi ces lieux partagés pour lesquels merci d'avoir présenté les solutions que vous avez mises en œuvre sur votre territoire et qui peuvent inspirer aussi tous ceux qui nous écoutent. Donc vous avez répondu à un appel à manifestation d'intérêt de la collectivité. Alors maintenant, on va passer du côté collectivité avec Laetitia Pouvreau, qui est première adjointe de Valence en Poitou. Et donc, Valence en Poitou a lancé justement un appel à manifestation d'intérêt, mais vous allez nous le réexpliquer, mais qui est parti plutôt finalement aussi d'envie d'habitants de votre commune, de besoins qu'ils pouvaient avoir anticipés par rapport à cet enjeu du vieillissement. Tout à fait. Donc, en fait, nous, sur le projet de la mandature, donc nous sommes une commune nouvelle, donc 4600 habitants, donc sur un territoire rural. Le fait d'être regroupés en commune nouvelle, on se retrouve la plus importante commune de notre PCI sur le territoire du Sud-Vienne. Si on était resté chacun de notre côté, on n'aurait pas pu porter le projet que je vais vous présenter.
Donc, c'est vrai que ça, c'est quand même une donnée importante. Donc, sur ce projet de nouvelle mandature, on avait pensé créer un village senior. Et quand on a commencé à travailler dessus, on s'est mis en lien avec une association d'habitants, des habitants qui s'étaient constitués en association et qui portaient un projet d'habitat participatif. Donc, on s'est rapprochés d'eux, on a commencé à travailler ensemble. Ils avaient déjà travaillé sur des plans, ils étaient quand même assez avancés sur le projet. Et quand on a commencé à travailler ensemble, on est entré dans des choses un petit peu plus concrètes sur ce que vous avez décrit d'ailleurs, notamment jusqu'où les personnes qui s'étaient constituées en association étaient prêtes à aller sur la notion de participatif, parce que finalement, au fil du temps, certains d'entre eux se sont aperçus qu'ils avaient pas forcément envie de tout partager non plus, comme le prévoyait l'habitat participatif. Donc, de fil en aiguille, on s'est plutôt réorienté sur un habitat de type inclusif. Ça, c'est la première chose. Et puis, Commune Nouvelle, nous, on s'était déjà engagé sur le projet Petite Ville de demain. Et donc, ce travail qu'on a commencé avec ce collectif d'habitants et le projet de Petite Ville de demain, c'était concomitant avec le recrutement de notre chargé de mission qui nous a accompagnés sur le programme, sur le portage en fait du programme de Petite Ville de demain. Et nous avons candidaté à l'AMI Bien Vieillir, lancé par l'État en 2021. Et porté par l'Agence nationale de la cohésion du territoire. Et en fait, ça a été un peu le démarrage du projet pour nous. Donc, on a été retenu, on a été lauréat sur la première vague de cette AMI, donc en janvier 2022. Nous avons été le premier lauréat d'ailleurs de notre département pour une commune de moins de 5000 habitants. Et donc là, après, les choses se sont rapidement enchaînées. Donc, l'État nous a poussé pour adhérer au réseau francophone Ville-Amie des aînés. Ce sur quoi on s'est lancé très rapidement. Et également, très rapidement, nous avons été contactés par la Banque des Territoires qui nous a contactés pour connaître nos besoins en ingénierie. Et on nous a affecté, grâce au marché à bon de commande, 3 bureaux d'études qui nous ont aidés à sécuriser qui nous ont aidés à poursuivre le projet et à sécuriser tout le montage juridique, technique et financier. Je vais passer assez vite sur tous ces, parce que je crois que j'avais que 7 minutes pour présenter le projet, donc je vais aller assez rapidement. Donc les bureaux d'études se sont très rapidement mis au travail. On a commencé à élaborer un projet bâtimentaire réaliste, viable économiquement et puis conforme aux besoins des habitants. Parallèlement, nous nous sommes rapprochés du bailleur social de notre département, donc Habitat de la Vienne, avec qui nous avons travaillé sur le projet bâtimentaire notamment, parce que seule la commune n'aurait pas pu porter un tel projet immobilier. Et donc, on a travaillé sur le projet bâtimentaire. Aujourd'hui, c'est 14 logements T2 et T3, 3 parcelles à construire et une maison multigénérationnelle au milieu. Alors tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a évoqué un village en forme de fer à cheval. Bon, c'est un petit peu aussi notre projet. Je pense que voilà, on est tous sur les mêmes, un petit peu sur les mêmes dynamiques.
Donc, la maison multigénérationnelle, elle est portée par la commune. Les logements sont portés par le bailleur social, donc Habitat de la Vienne. Et puis ensuite, on a conservé pour la mixité sociale et aussi pour répondre aux besoins de ce collectif d'habitants, des parcelles à construire. Voilà. C'est le même promoteur qui gère tout le projet en construction. Nous, on a choisi l'AVEFA, en fait, tout comme le bailleur social, pour pouvoir nous accompagner sur les aspects bâtimentaires. La petite originalité de notre projet, c'est que la commune a souhaité donc porter son propre AMI pour préfigurer ce que serait ce village une fois construit. C'est-à-dire qu'on n'a pas souhaité faire la construction et ensuite réfléchir à quel locataire on pouvait mettre dans ces logements. On a souhaité en fait préfigurer l'animation du village, travailler autour d'une politique du bien vieillir intégrée, donc globale, sur l'ensemble de la commune, en amont de la construction du village. Donc cette AMI, nous l'avons lancée en 2022 et nous avons sélectionné, on a eu 2 candidatures, celle de 2 associations locales, départementales, voire nationales, qui ont candidaté. On en a recruté une et donc c'est cette association qui porte le projet d'animation de vie sociale sur le territoire de Valence en Poitou. Et donc qui a déjà démarré avant même que l'opération soit livrée. Tout à fait, voilà. Donc, tout ça, ça a pu se construire donc, grâce à l'adhésion au réseau francophone, à notre participation et à nos différentes demandes avec le conseil départemental, aussi par rapport aux demandes effectuées à la conférence des financeurs. C'est vrai que l'écosystème du bien vieillir, il est quand même assez vaste. Et si on veut construire une politique qui soit porteuse, tout à l'heure, votre première intervenante a évoqué la différence d'espérance de vie entre les populations les plus fragiles et les plus aisées. 13 ans, c'est quand même pas rien. Donc c'est vrai que sur ce projet de vie sociale, en lien avec l'habitat, nous, on est resté très vigilants pour essayer de toucher un maximum de population et pas seulement traiter la problématique de l'habitat. Donc voilà, donc aujourd'hui, le village est en construction. Il devrait être livré sur le dernier trimestre 2025. Les activités ont commencé. On a hâte de pouvoir... voilà, ici on voit effectivement le petit visuel. On a hâte de pouvoir utiliser cette salle multigénérationnelle qui va abriter donc des activités, qui va abriter donc un espace aussi restauration, pas collectif. Ce sera un endroit en tout cas où les gens pourront se retrouver pour faire des activités, déjeuner s'ils le souhaitent. Il y aura une cuisine. Et il y aura également une conciergerie rurale. Donc ça, c'est le projet sur lequel on est en train de travailler. L'idée, ce serait qu'au-delà des personnes qui résident sur le village, on puisse aussi toucher finalement tous les seniors du territoire qui auraient des besoins en matière d'aide à domicile ou bien de petits travaux aussi chez eux. Merci beaucoup pour cette présentation. Vous avez évoqué que vous étiez membre du réseau francophone des villes amies des aînés. Donc, comme nous avons le plaisir d'avoir son président avec nous, je vais demander à Thomas Dudebout peut-être de commencer par simplement nous présenter ce réseau en quelques mots avant de nous parler de son expérience et du travail qui est mené sur Saint-Quentin, donc qui fait partie du programme Action Cœur de Ville que nous avons aussi déjà évoqué ce matin. Bien, merci beaucoup et
Bonjour à toutes et à tous. Je vais déjà préciser une chose. Madame Dubois-Joie a parlé du réseau francophone Villamy des Aînés. Je ne lui ai rien demandé. On se rencontre pour la première fois aujourd'hui. Donc, et je ne pensais pas, je voudrais pas qu'on dise qu'on a organisé les choses pour faire la promotion du réseau, comme mon homologue Laetitia Pouvreau aussi en a parlé. Le réseau francophone, il existe depuis 11 ans maintenant. Il a d'abord été créé à Dijon avec 5-6 villes fondatrices, dont Nantes, qui a été citée tout à l'heure. Et aujourd'hui, il regroupe plus de 350 collectivités en France et sur d'autres territoires que la France. C'est un réseau francophone. On est aussi présent en Suisse, en Belgique, à Andorre. Voilà, quelques territoires qui nous ont rejoints. L'idée, et c'est porté par l'Organisation mondiale de la santé, l'idée, et ça a été dit tout à l'heure dans les différentes présentations, c'est de sortir de l'analyse souvent caricaturale et qui date de 20, 30, 40 ans, qui vise à dire vieillir, être vieux, voilà, c'est être isolé ou c'est être malade. Puis quelquefois, peut-être même les deux. C'est pas que j'ai un problème qu'on a un problème avec une approche médico-sociale, il faut l'avoir. En fait, vieillir, c'est plein d'autres opportunités, et puis ça apporte beaucoup de choses à la société. Plutôt que d'avoir le regard qui viserait à dire, bon sang, vieillir, ça coûte quelque chose, parce que l'isolement coûte, parce que la médecine, le soin, ça coûte. Je vais vous prendre un exemple. Je rentre pas dans le débat sur la réforme des retraites, mais on a parlé de la réforme des retraites. Et j'ai pas de souci avec la réforme, c'est pas mon sujet, je fais pas de politique là-dessus. Par contre, on n'a jamais parlé des retraités. Et c'est des petits regards comme ça que la société pose mal. Et ce qu'on essaie de faire dans le réseau, c'est un petit peu de changer le regard et de se dire quelles opportunités, qu'est-ce que ça offre à un territoire d'avoir une population qui vieillit, qui s'allonge, parce qu'il faut le saisir comme une chance. Et en même temps, il faut quand même se poser les bonnes questions, puisqu'on a eu, Madame Potier l'a très bien fait tout à l'heure, la présentation de données démographiques qui viennent dire attention, sur vos territoires, il va falloir quand même adapter les choses. On a déjà du mal sur certains territoires, et même moi je le dis on a déjà du mal. Là, je vais revenir sur le médico-social. On a déjà du mal sur l'accompagnement à domicile, trouver des professionnels, avoir les structures d'accompagnement. Va falloir qu'on s'accroche parce que d'ici 15 à 20 ans, il va y avoir 2 fois plus de personnes de plus de 70, 75 ans. Donc, proportionnellement, on va avoir 2 fois plus de sujets d'accompagnement à maîtriser. Et donc, ça pose aussi la question de comment on adapte l'habitat. Dans le réseau, on travaille sur ces fondamentaux et sur la thématique de l'habitat. C'est une des 10 thématiques qui est proposée par le réseau. Donc, on parle de la mobilité, on parle de l'accès à la culture et aux loisirs. On parle de l'aménagement des espaces extérieurs, on parle de l'aménagement des espaces publics intérieurs, et on parle bien sûr donc de l'habitat. Et pour bien poser les choses, on a une méthodologie de travail. Je vous rassure, hein, je vais en profiter aussi pour décliner sur Saint-Quentin. J'imagine que c'est ce qui vous intéresse, parce que je ne voudrais pas ne parler que du réseau, mais expliquer comment, par le réseau, on est arrivé à notre politique locale à Saint-Quentin. Dans notre méthodologie de travail, on explique une chose au territoire, c'est pour bien commencer, il faut bien se connaître. Donc on pose son état des lieux. Un état des lieux sociodémographique, c'est pas l'analyse des besoins sociaux qu'on fait avec un CCAS. Ça va un petit peu plus loin que ça, parce que je le dis, comme on doit travailler sur l'ensemble des champs de compétences de la collectivité, on a d'autres questions à se poser. De votre état des lieux de territoire, vous en profitez pour, bien sûr, sur les données démographiques, savoir qui sont vos seniors, où ils vivent, quels sont leurs revenus, combien sont-ils. Puis vous en profitez aussi pour bien connaître les acteurs. La vérité, en fait, c'est qu'il y a énormément d'acteurs qui agissent sur les territoires. En fait, de manière très, j'ai envie de dire, par facilité, on va tout de suite parler des acteurs auxquels on pense tout de suite, donc je vais dire les services d'aide à domicile, les EHPAD. En fait, on pense dans un second temps à des acteurs qui ont un lien avec les seniors, mais dont ce n'est pas l'objet principal. Les bailleurs sociaux, les réseaux de transport urbain. Tous ces acteurs-là, vous les mettez dans la boucle au moment de votre état des lieux, vous leur demandez aussi de se positionner pour que dans cette analyse de votre état des lieux, ils puissent dire ici il y a des carences, ici on est bon, on ne se connaît pas. C'est important de se dire on ne se connaît pas, de créer du réseau. Quand vous avez ça, vous avez déjà posé un constat qui est très agréable et confortable pour que tout l'environnement de celles et ceux qui travaillent à l'élaboration d'une politique senior puisse vous accompagner. Deuxième élément, là vous allez chercher les habitants.
la méthode, alors je ne sais plus qui a utilisé tout à l'heure le terme de co-construction, je crois que c'est vous, Madame Potier. C'est un des principes dans le réseau, et c'est ce qu'on applique à Saint-Quentin, c'est de pouvoir co-construire notre politique publique. On a trop longtemps parlé de « il faut pour nos aînés », il faut pour nos personnes âgées, comme si c'était nos enfants. Pardon, mais je crois que c'est l'inverse. Donc c'est en fait, non mais les seniors ont peut-être juste un avis, quelque chose à nous dire, mais c'est pas seulement d'aller consulter les vieux. Alors pardon, moi je dis les vieux, hein, par opposition aux jeunes, j'ai pas de pudeur particulière. Les vieux ont un avis à donner, mais ce ne sont pas les seuls. Je pense ne pas encore l'être, peut-être dans ma tête, mais en tout cas pas dans mon corps. Moi, j'ai des choses à dire sur comment j'ai envie de vivre quand je serai vieux. Donc, en fait, il faut essayer de mettre tout le monde autour de la table et que chacun puisse s'exprimer. Et puis, de tout ça, vous pouvez décliner. Vous avez des problématiques qui émergent, il faut y apporter des solutions, il faut les apporter ensemble. De tout ça, vous pouvez exprimer un plan d'action. Nous, dans notre plan d'action, sur la thématique de l'habitat, première chose, c'est on ne s'y retrouve pas. Il y a plein de choses qui existent, il y a plein d'acteurs différents. Moi, pardon, personne âgée, je ne sais même pas vers qui me tourner. Donc, première chose, il va falloir que nous, sur notre territoire, on crée un guichet unique sur la question du logement, de l'habitat. Et c'est ce qu'on va faire très prochainement. Deuxième chose, j'ai quand même envie de rester chez moi, mais moi, ma maison, 3 étages, je suis veuf, j'y arrive plus. C'est logique. Mais je veux rester chez moi. Sauf que l'offre, elle est pas suffisante et elle ne sera pas demain. Alors pardon, je pose tous ces constats et je vais en arriver à l'explication Saint-Quentin en lien avec Action Cœur de Ville. Action Cœur de Ville, opportunité formidable pour nous à Saint-Quentin parce qu'on a ce sujet d'adapter les logements et puis on a le sujet de centre-ville. D'une ville moyenne, hein, Saint-Quentin, c'est un peu moins de 55 000 habitants, c'est 27% de plus de 60 ans. Et puis c'est une ville industrielle avec un passé qui est lourd, c'est un contexte social qui est difficile. Et donc on a des problèmes de friches et de friches en centre-ville. Et on sait que les dispositifs Action Cœur de Ville peuvent nous permettre déjà de faire la promotion de lieux qu'on n'arrive pas, je le dis clairement, à vendre pour qu'ils soient réhabilités, reconstruits. Grâce à Action Cœur de Ville, sincèrement, le regard a complètement changé et l'effacement de friches en centre-ville, c'est devenu une réalité. Alors, je ne vais pas venir sur tous les exemples, je vais en donner qu'un, parce que j'aime respecter les consignes qu'on me donne, parfois même Chalancon. Je vais vous donner l'exemple de la rue Raspail, qui est un axe majeur de l'hyper-centre-ville de Saint-Quentin. Vous êtes à 300 mètres de la place de l'Hôtel de Ville. On remonte sur un sujet qui remonte pour nous à 1999. Ce sont les premières acquisitions foncières de la ville sur l'espace que je cite. Et jusqu'en 2015, on a acquis quelques parcelles. Vous aviez un enchaînement de différents bâtiments, de commerces, de maisons mitoyennes, mais tout ça dans un état de délabrement et puis du commerce qui n'était plus remplacé, donc avec un délabrement qui s'opère et donc une verrue dans votre hypercentre. On s'est posé la question de l'AMI, on a senti que, en fait, un appel à manifestation, c'est sympa, mais faut-il encore qu'on ait des réponses? On avait beaucoup de mal à trouver. Et c'est là que, à la fois Action Cœur de Ville et à la fois la démarche Amis des aînés a été une aubaine. Je l'ai dit, l'action avec Amis des aînés, c'est de mettre tous les partenaires autour de la table. C'est très bien, ça ressemble aussi à ce que fait Action Cœur de Ville. Action Cœur de Ville, ça nous ramène un acteur important qui s'appelle Action Logement. Et puis Ville-Amis des aînés nous ramène un acteur important qui est l'OPAL, qui est l'Office public de l'Aisne. Alors l'Aisne, c'est le département où on est à Saint-Quentin. Mais ce qui est étonnant, c'est que le bailleur social départemental, il a une seule ville, qui est la plus grande ville, où il n'est pas présent, c'est Saint-Quentin. Mais parce que Saint-Quentin avait son propre office public, ce qui n'est plus le cas. Donc entre l'histoire passée et puis surtout l'histoire récente, tout ça a fait qu'on a fini par se parler, se mettre autour de la table et à trouver la solution ensemble. D'ailleurs, sont dans votre projet Ville-Amis des aînés depuis le début, de toute façon. Ils sont membres, oui, parce que le département de l'Aisne est lui aussi partenaire Ville-Amis des aînés, parce que ce ne sont pas que des villes ou des communes qui peuvent adhérer, les départements, toutes les collectivités peuvent adhérer. Et donc, en effet, l'OPAL est membre du réseau francophone sur le local. Nous, on appelle ça le Club VADA, Ville-Amis des aînés.
Et donc, quand on présente les choses, on dit bah voilà, nous, le sujet habitat, il est là. Eux, ils ont aussi leur propre politique. Ça a été expliqué tout à l'heure avec Madame Dubois-Joie. Il y a quand même aussi des évolutions chez les bailleurs. Et puis, M. Blin l'a très bien dit. Il y a des logiques qui changent. En revanche, particularité, on veut faire de l'intergénérationnel parce qu'on est comme tout le monde. C'est un peu comme l'intergénérationnel, quand on l'utilise, c'est un peu le greenwashing pour les vieux. On se donne toutes et tous bonne conscience en se disant je veux en faire. La vérité, c'est que ça marche pas si fort que ça. C'est très compliqué à mettre en place. Et comme partout, en périscolaire, nous on dit aux gamins, vous faites des cartes pour papy et mamie qui sont tout seuls à l'EHPAD. Et c'est très bien de le faire. C'est très bien de le faire. Je ne suis pas certain qu'on soit en train de développer du lien intergénérationnel. Là, le projet dans la rue Raspail, c'était vraiment d'avoir quelque chose sur l'intergénérationnel. Ça fait presque 10 ans qu'on essaie de faire, vous savez, l'étudiant qui est hébergé chez la personne âgée. Bon, chez nous, ça ne marche pas. Parce qu'en fait, l'étudiant, il arrive à trouver un logement déjà à bas coût. Il n'y a pas de pression là-dessus pour un étudiant. Ça marche peut-être mieux dans des villes étudiantes, des métropoles, mais chez nous, en fait, il n'y a pas le sujet. Sincèrement, si on en avait un par an d'étudiants qui allaient dans une maison avec une personne âgée, c'était le bout du monde. Là, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une résidence intergénérationnelle où vous avez la moitié des logements qui sont pour des étudiants, des jeunes travailleurs, et l'autre moitié des logements qui sont pour des personnes âgées, avec des espaces de vie communes. Je partage parfaitement le commentaire qui vise à dire chacun garde quand même son autonomie. C'est vrai que c'est mieux, mais je ne critique pas ceux qui feraient autrement. C'est mieux quand on peut encore avoir chez soi les outils qui permettent de faire. Donc oui, la cuisine, pour moi, c'est un indispensable. Il y a un débat qui existe pour savoir, on fait du plein pied ou pas. Ouais, mais il y a des choses qui montrent aussi que le fait d'avoir quelques marches, c'est pas de monter 3 étages, d'avoir quelques marches, c'est aussi pas mal pour préserver l'autonomie. Donc tout ça, c'est des choses qu'il faut. Alors, je n'ai pas d'arbitrage là-dessus, mais c'est des choses qu'il faut sous-peser. Résultat des courses, on a ouvert il y a bientôt 1 an cette résidence. Puis en fait, naturellement, et parce qu'on est en hyper-centre-ville, mais naturellement, vous avez l'environnement qui se crée aussi, ne serait-ce qu'au sein de la résidence. Et donc, je ne l'ai pas prévu parce que c'est comme ça. Il se trouve que la semaine dernière, j'ai été invité. Ils ont fait la fête des voisins en décalé parce qu'ils ne se connaissaient pas encore suffisamment. Je sais bien que c'est fin mai. Mais j'ai été invité à leur fête des voisins parce qu'on s'était rencontrés à l'inauguration. Il y avait autant de vieux que de jeunes. Et là, je me suis dit, là, on est en train de toucher vraiment ce que doit être l'intergénérationnel. Parce que l'intergénérationnel, encore une fois, ce n'est pas la petite enfance et les vieux. Je pense que là, toutes et tous, on doit avoir une part aussi dans l'intergénérationnel. On est toutes et tous de notre génération. On a des choses à vivre ensemble. Sauf qu'on regarde bien dans les extrêmes, bien souvent, c'est là où on ne se touche plus. Merci beaucoup pour cette présentation à la fois du rôle que joue l'association et puis de votre projet qui est du coup un projet qui est sur une friche. Alors on a une question il y a plusieurs questions sur le chat, mais sur comment agir sur l'existant individuel et collectif. Donc c'est peut-être plus compliqué pour vous de répondre, mais également en quoi est-ce que les projets que vous avez proposés, dont on voit la richesse et l'aspect très complet de ces projets, est-ce qu'ils peuvent vraiment répondre quantitativement aux besoins en logement? Donc j'aurais envie, Morgane Blin, de vous interroger sur justement comment vous avez cette approche territoriale pour essayer de développer vos projets tout en tenant compte des contraintes économiques. Et on l'a vu au travers des différents exemples qui sont assez fortes, et notamment parce qu'on n'est pas que sur la production d'un bâti, mais on a aussi tout ce qui est les services, les espaces partagés, etc. Donc comment est-ce que vous réfléchissez votre développement territorial en lien bien sûr avec les collectivités ? Alors, on réfléchit aussi en avançant, il faut bien le reconnaître. La question du béguinage est claire dans notre esprit et le niveau de développement est aujourd'hui posé et se poursuit. Mais par exemple, on s'est retrouvé dans une situation où des plus petites communes périphériques souhaitaient un habitat senior de ce type-là, à la limite près que 25 logements, c'était trop par rapport au marché existant. Et donc, comment est-ce qu'on peut quand même répondre et en même temps ne pas se retrouver dans une opération qui économiquement ne trouvera pas ses équilibres ou ne trouvera pas son public? Eh bien, on a repris des concepts là encore assez anciens. Finalement, on ne fait que réinventer ce qui existait, qu'on appelait Soleil, c'est-à-dire partant d'un béguinage principal de 25 logements, on rayonne à 30 minutes sur des plus petites unités de 10-12 logements, ce qui permet de mutualiser l'animation, ce qui permet aussi de répondre plus spécifiquement sur des petites communes et de ne pas réserver finalement à la ville-centre l'aspect
du béguinage. Donc ça, c'est une réflexion qu'on a portée il y a 1 an. On se rend compte que la limite du modèle était là. Et donc ça semble bien répondre aux attendus des collectivités. Voilà, j'allais dire au fur et à mesure, on essaie d'ajuster au mieux les différents coûts pour que ça trouve son public, pour qu'économiquement ce soit portable et que ce soit durable. Notre enjeu est vraiment là. Il n'y aurait rien de pire que de construire du logement pour nous et de ne plus pouvoir offrir le service qui va autour parce qu'on aurait un habitat adapté, mais on n'aurait pas répondu aux besoins sociétalement. Est-ce que sur ça, vous auriez des propositions ou des envies, ce qu'il faudrait faire évoluer pour justement avoir cette approche un peu de long terme sur le financement de ce qui relève de l'animation et des services qui pourraient vous aider, si je puis dire? Oui, alors des envies, beaucoup, dans le contexte, je vais les ajuster. Mais en fait, la question de l'animation, de son coût, doit être posée de manière objective et fine. Et donc, le principe qu'on a posé, je vous l'indiquais, c'est un coût d'animation supporté par l'habitant, avec un professionnel qui porte cette animation pour que ce soit durable. Aujourd'hui, et je ne vais absolument pas entrer dans la technique, très concrètement, les modèles de logements sociaux où on vient adjoindre l'animation sont d'une complexité réglementaire à simplifier très largement. C'est-à-dire qu'il y a un décalage très important entre le besoin et la difficulté pour trouver le bon mécanisme pour répondre à un besoin qui apparaît comme une forme d'évidence. Donc si on peut, entre guillemets, simplifier réglementairement la construction de ce type d'habitat, est-ce que c'est du logement classique avec article 20 ASV, priorité senior, est-ce que c'est du logement foyer, un principe de redevance, enfin, franchement, aujourd'hui, c'est complexe. Et puis le deuxième élément, eh bien, pourquoi pas, la question de l'animation et du coût de l'animation en dehors de l'AVP. Eh bien, aujourd'hui, j'allais dire, les services à la personne permettent de bénéficier de crédits d'impôt. La différence sur une animation comme celle-ci, qui est collective, et ça n'est pas le cas. Donc, pour quelle raison ce service qui trouve son sens ne pourrait-il pas bénéficier lui aussi de crédits d'impôt pour favoriser, j'allais dire, une dynamique et un poids économique parce que, comme les loyers, j'allais dire, comme le coût de la vie, vous me répondrez, mais le coût de l'animation va aussi croître au fur et à mesure du temps. Et à un moment donné, l'effet mécanique va de nouveau jouer. Et aujourd'hui, quand l'AVP est distribuée sur, par exemple, 12 logements, où on finance un poste pour 12 logements, c'est très bien, ça répond aux besoins. Est-ce qu'économiquement, c'est portable, supportable dans la durée par rapport à l'ensemble des besoins? Donc je pense que la question à la fois du montage en termes de logement social doit être simplifiée et la question de l'animation doit être assumée clairement et posée de manière complètement objective. Merci. On a évoqué les enjeux à la fois d'ingénierie, de financement. Pascal Nam, vous évoquiez aussi le fait que finalement, pour vous, en tant que bailleurs sociaux, ce sont des nouveaux métiers que vous êtes amenés à développer. Est-ce que sur ce sujet, vous avez des suggestions, des attentes ou des conseils à donner à tous les autres bailleurs sociaux qui vous écoutent, mais également aux collectivités qui sont des partenaires des projets ? Alors, ce sont des nouveaux métiers. L'objectif, c'est vraiment, c'est en tout cas notre vision. On ne souhaite pas rentrer dans ces nouveaux métiers sur de la gestion à long terme de l'animation, parce qu'il y a, ça a été dit aussi, des spécialistes de l'animation, et ce ne sont pas nous sommes spécialistes de l'immobilier. On peut accompagner sur la partie immobilière, sur la gestion technique et patrimoniale de l'immobilier, et ensuite il y a des spécialistes de l'animation. Par contre, avoir des relais, des gens, alors déjà au niveau des études et de la conception, des personnes qui sont là, qui sont à l'écoute, qui sont effectivement, ça a été dit, dans la co-construction. La co-construction, elle n'est pas si simple que ça, parce qu'on n'a pas les habitants en face. On est sur du logement locatif social, donc tant qu'on n'est pas quasiment au terme de l'achèvement des travaux, on n'a pas attribué les logements. Par contre, on peut travailler avec l'association des personnes âgées d'une commune, avec les expériences passées qu'on a pu avoir et
et les associations de services à la personne. Donc, qu'on ait des chargés de projet qui soient sensibilisés à ces questions, oui. Et ensuite, qu'on ait, au moment de l'activation des services, des relais, que ce soit aussi bien dans les directions maîtrise d'ouvrage. Donc, on avait, pour l'opération de Saint-Romain-le-Puy, un alternant en gestion de projets de l'économie sociale et solidaire, qui est resté avec nous pendant 18 mois, justement, pour accompagner cette montée en charge, retourner voir avec l'association gestionnaire des services collectifs, les personnes âgées, les rassurer parfois, etc. Donc ça, oui, on peut le faire. Avoir des nouveaux métiers sur l'animation, nous, on ne le pense pas. Merci beaucoup de ce témoignage. Alors, il y a une question de la salle. Je vais faire un tout petit détour pour donner la parole à une intervention. Mais avant de vous laisser la parole, c'est vrai que, notamment dans le chat, a été évoqué aussi le rôle des acteurs de l'économie sociale et solidaire et des partenariats qui peuvent se nouer avec les bailleurs et les collectivités pour répondre à ces besoins. Si vous pouvez rapprocher le micro, s'il vous plaît. Merci, je pense que ça va. Donc, je travaille pour le développement d'une structure qui s'appelle Apartage, qui est en fait née d'une expérience associative dans le Tarn, de gens qui géraient 3 EHPAD et qui avaient des seniors qui arrivaient, qui étaient trop autonomes pour rentrer en EHPAD. Et donc, ils ont créé des structures d'habitat partagé et qu'aujourd'hui, on essaye de développer au niveau national par cette structure. Et je trouve que c'est très inspirant les expériences qui nous ont été présentées, qui démontrent qu'il y a une implication très forte des élus, des bailleurs. Enfin, il y a une équipe projet qui se met en place qui doit vraiment porter le projet pour que ça avance. Et je mettrais ça en contrepartie des premières interventions qui nous donnaient un peu les chiffres. Et donc le gap entre ces expériences super intéressantes et inspirantes et le besoin, il est quand même très important. Donc je pense qu'à un moment, il faut qu'il y ait des structures, et nous, on est une structure d'économie sociale. On a réussi à obtenir un changement législatif qui fait que nos structures peuvent être financées par des bailleurs, et on travaille avec un réseau de bailleurs aujourd'hui qui portent nos projets, soit en direct, soit en rachat de VFA dans des projets portés par des promoteurs. Et je pense qu'il y a quand même besoin d'entreprises, nous d'autres, qui rentrent dans ce secteur pour gérer ces questions d'animation, pour structurer. On est en train de faire tout un travail autour de la simplification administrative pour justement les déductions d'impôts. Tous ces sujets doivent être portés aussi par des acteurs qui ne sont pas forcément que associatifs, et je pense qu'il y a un besoin de structurer des entreprises à dimension humaine, qui portent des projets à dimension humaine, qui s'adaptent aux besoins identifiés par les élus, mais qui créent quand même une dynamique de nombre. Merci pour ce témoignage. Je vais donner la parole à Laetitia Pouvreau qui voulait réagir, je crois, et puis aussi peut-être nous faire part de ce qui vous a semblé important pour vous permettre d'avancer sur votre projet et de lever un peu tous les freins en tant qu'élu local. En fait, je voulais revenir sur le financement par rapport aux animations parce que nous, en fait, on n'a pas de financement aujourd'hui finalement. On s'est beaucoup appuyé. Alors, on a fait beaucoup de concertations. On est allé vers les aînés, les jeunes. On va dans les établissements scolaires. On les fait venir sur des moments d'atelier avec les seniors. On travaille avec eux. On essaie de faire en sorte que la concertation elle soit le plus large possible. On va interroger les seniors dans les clubs,
classiquement les clubs des troisième âge, mais pas seulement. On va aussi chercher ceux qu'on ne voit pas. On va aussi chercher ceux qu'on ne voit pas dans les clubs, mais qu'on peut voir sur des associations. On travaille énormément sur ces aspects-là de concertation. Et par rapport au financement, nous, ce qu'on a prévu sur la maison multigénérationnelle, je vais quand même l'appeler comme ça, c'est on va s'appuyer essentiellement sur le financement d'aide à la vie partagée. Et ensuite, moi, c'est ce que j'ai constaté quand on a commencé à travailler le projet. Tous les financements qui existent aujourd'hui sur la politique du bien vieillir, entre 2020 et 2023, on peut quand même dire qu'il y avait énormément d'appels à projets, que ce soit la CARSAT, la MSA. Enfin, on a essayé en tout cas, nous, à notre niveau, de candidater sur tout ça. Et l'association qui nous appuie aujourd'hui pour l'animation, donc le CIFSP, eux aussi, ils vont à la conférence des financeurs et ils vont chercher des financements pour nous, pour qu'au niveau de notre collectivité, le coût soit le plus moindre possible, mais qu'on puisse quand même œuvrer sur le territoire en entier. Donc ça, je crois que c'était quand même important. Et c'est vrai que pour la technique pour les techniques de concertation et d'aller vers, je reviens sur le réseau francophone Ville Amie des Aînés, parce que, bon, en plus, j'ai bien entendu qu'on avait la chance d'avoir le président à la table ronde. Mais c'est vrai qu'en termes d'ingénierie, de technique, nous, on concourt aujourd'hui on est en route vers le label Ville Amie des Aînés. On ne va pas réinventer les choses sans arrêt. C'est vrai qu'il y a une méthodologie qui est appliquée quand on concourt vers le label. Et c'est vrai que ça nous aide beaucoup. On se met autour de la table avec tous les acteurs du territoire et pas seulement les habitants, aussi tous nos financeurs. En tout cas, on va à la pêche au financement parce que on ne peut pas, et puis faire des structures, parce qu'on sait aussi l'expérience de certaines communes sur nos territoires qui construisent des villages, mais qui ont après du mal à les remplir, parce que les gens, ce qu'ils veulent, en effet, c'est quand même rester chez eux et vieillir en fait dans leur domicile, qui n'est pas toujours adapté, mais le vieillissement, en fait, ce n'est pas qu'une question d'habitat, c'est aussi tout ce qui va autour de la vie quotidienne, de la citoyenneté, de la culture, etc. Donc nous, dans notre projet, on a essayé d'intégrer toutes ces briques-là de la vie quotidienne. Donc à la fois en s'appuyant sur les expériences des uns des autres, sur la concertation avec les aînés et sur les associations et structures déjà présentes sur le territoire. Donc aujourd'hui, on n'est pas en difficulté sur les financements parce qu'on a su, grâce aux différentes ingénieries dont on a pu bénéficier, on a su aller chercher et capter tous ces financements parce que la taille de notre commune ne nous aurait pas permis d'aller chercher toute cette ingénierie en fonds propres et sur nos ressources humaines propres. Voilà, c'était juste ça que je souhaitais rajouter. Merci. Alors, Saint-Quentin, c'est un peu plus gros que Valence-en-Poitou, mais pour autant, comment est-ce que vous avez fait face justement à ce défi un peu de pouvoir mobiliser les différents acteurs, etc. Et quelles sont pour vous les conditions de réussite, aussi au travers de votre expérience de président de l'association du réseau francophone des villes à vie des aînés? Quelles sont les conditions de réussite que vous aimeriez proposer à tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui? J'ai envie de vous dire adhérer au réseau. Mais c'est pas le but de la question et c'est pas le but non plus de ma réponse. Même si, dans ce que disait Laetitia Pouvreau à l'instant, même si on n'a pas la même taille de collectivité, sa réponse me convient également parce qu'on s'appuie nous aussi sur les acteurs locaux quand on a c'est pas dire on n'a pas d'autres possibilités, mais quand on est sur un projet nouveau et qu'il n'est pas toujours évident d'avoir la bonne structure en face pour pouvoir faire vivre les lieux. Soit c'est anticipé dès le départ dans le projet et c'est porté par le bailleur. Là, en l'occurrence,
c'est le cas pour la résidence Raspail dont je parlais tout à l'heure. Mais il y a différents types d'habitat. On a parlé tout à l'heure, je crois, du parcours résidentiel, et on a parlé aussi de la diversité de ce qu'il existait dans l'habitat collectif. Et puis il faut savoir, enfin collectif ou pas d'ailleurs, je sais qu'on est, aujourd'hui on essaie de parler surtout de ce que font les bailleurs sociaux. La vérité en fait c'est que quels que soient les revenus et la condition sociale de la personne, adapter les logements, c'est une question qui dépasse. Et puis, il faut dire les choses, il y a des personnes qui ont les moyens et qui vont pouvoir se payer l'animation. Tant mieux. Pour ça, il y a déjà des dispositifs avec des résidences services seniors qui existent. Et puis, nous, on a à Saint-Quentin, on a ce qu'on appelle, nous, nos résidences autonomie. En même temps que nous avons des béguinages. Et nous n'étions personne ici dans cette salle née. Nous, les béguinages, c'est une histoire à Saint-Quentin. Et pour vous dire que les choses, elles ne font qu'évoluer. Très longtemps, ces résidences, ces béguinages ont été... la charge de l'animation appartenait à une association d'aide à domicile. L'association fusionne avec un autre organisme d'un autre secteur que Saint-Quentin. De ce fait-là, dans l'organisation, on ne veut plus assurer l'animation. On a quand même embêté. Sur le plan patrimonial, ça appartient à un bailleur. Mais le bailleur n'a pas les moyens d'assurer. Bon, qu'est-ce qui se passe quand, dans ces cas-là, c'est la collectivité qui assure. Nous, on s'appuie sur notre CAS. On a été chercher des financements à droite et à gauche, mais après, la difficulté, elle est dans le temps, et on en parlait discrètement avec M. Blin. Je ne dis pas que ce sont des fusils à un coup, mais effectivement, on répond à un appel à projet, à un fonds d'appui. On est financé pour un exercice, 2 exercices, 3 exercices, ça part en sifflet. Et pour autant, comme le service existe, on ne peut que le pérenniser. Donc il faut derrière nous pouvoir trouver les financements. Les difficultés, elles vont toujours être là. De toute façon, on va pas se mentir. Il y avait la question était de savoir quels sont les freins. Bon, on va pas se le dire. Hein, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Le vrai problème, c'est qu'on regarde tout à notre échelle de temps quasi instantané. Donc on mobilise des crédits parce que vite, il y a urgence, il faut qu'on fasse comme ci ou comme ça. Alors que, et c'est plutôt du curatif. Tout à l'heure, je crois encore, Mme Potier, vous avez utilisé le terme de la prévention. Ah oui, en fait, le problème, c'est qu'il faut dégager des sommes énormes pour anticiper tout cela. Mais je suis persuadé que c'est certainement l'un des meilleurs investissements que puisse faire la société. Certes, ça fait mal sur le coup, mais on va le récupérer dans 10, 15 ou 20 ans. Donc, le vrai sujet, c'est comment on est capable collectivement, et là quand je dis collectivement, en fait, c'est pas les collectivités locales qui vont pouvoir toutes seules, c'est pas les bailleurs sociaux qui vont pouvoir tout seuls, ça passera par le législatif. Il faut qu'on soit accompagné, je dis pas que c'est à l'État d'accompagner, je pense qu'il faut qu'il y ait... je m'auto-coupe, mais c'est pas grave. J'en ai marre. Enfin, là, je me rends bien compte dans la salle, on fait toutes et tous le même constat. En fait, moi, je m'en épuise de faire le constat. C'est comment on réagit et comment on secoue le cocotier. Et je sais bien que c'est le sujet de la personne âgée. Il y a plein d'autres sujets dans la société qui sont tout aussi pressants. Mais là, pour le coup, ça nous regarde toutes et tous. Donc, on a quelque chose. Là, je le dis un petit peu en étant militant associatif, mais il faut qu'on bouge là-dessus. Et je le dis en plus en étant dans les locaux de la Banque des Territoires, qui fait partie, là pour le coup, de ces structures qui ont très bien compris ces enjeux, parce que j'ai oublié de le saluer et de les remercier, mais ils soutiennent à la fois le réseau, mais ils soutiennent beaucoup les collectivités sur les enjeux du vieillissement, donc c'est important aussi de le redire. Merci. Et donc, il faut anticiper. Est-ce qu'il y a des questions de personnes dans la salle également qui souhaiteraient compléter? Alors, on a beaucoup parlé des personnes, ou s'il y a d'autres, si vous voulez compléter les intervenants, parce qu'on a beaucoup parlé des personnes, de la place qu'elles pouvaient avoir aussi dans les projets, soit en amont, soit pendant la vie des projets. Et donc, ce que je vous propose peut-être, avant de céder la parole à Thierry Asselin pour conclure, sauf s'il y a une dernière question, c'est un petit témoignage de quelques habitantes de Saint-Amand-Montrond, donc du projet qui nous a été présenté tout à l'heure et qui, je pense, reflète bien tout ce qui a été dit autour des enjeux sur le lien social et de la qualité de vie qui est particulièrement importante pour ces personnes pour justement bien vieillir. Donc voilà, pour finir en quelque sorte, ces quelques mots d'habitantes. C'est vrai, et on s'ennuie quand on a un coup de chauffard, quelque chose comme ça, on vient dans la maison commune et ça va beaucoup mieux. Il y a une bonne ambiance, c'est formidable. J'ai du monde autour de moi
J'ai mes 2 copines là. Et puis j'en ai une autre plus loin. Et les gens qui viennent nous disent mais qu'est-ce que vous êtes bien, on voudrait bien venir, c'est formidable, il y a une bonne ambiance, tout, mais ils me font que des compliments, ils voudraient venir. Parce qu'on est bien, il y a une bonne communauté, on n'est pas fiers, on ne se fait pas la tête les uns des autres, on est ensemble, c'est de la famille. Moi, c'est vraiment mon chez moi, plus qu'avant. Voilà, donc pour finir avec ces quelques mots d'habitantes, donc c'était que des femmes, effectivement, ça rejoint les propos introductifs. Et donc pour finir, merci beaucoup à tous nos intervenants et intervenantes à distance ou sur place. Et je vais laisser la parole à Thierry Asselin, donc directeur des politiques urbaines et sociales, pour conclure cet atelier, pour finir. Bien, merci Géraldine. Je pense que les habitants ont très bien conclu. En réalité, on pourrait s'en tenir là. Je pense que c'est la meilleure conclusion qu'on puisse avoir. Alors, je ne vais pas me livrer à une synthèse en live de notre table ronde qui était particulièrement intéressante. J'ai retenu quelques éléments que je vais partager avec vous. Déjà, effectivement, je pense que ce qu'on a tous réappris, parce que je sens qu'on a affaire à des acteurs qui connaissent le sujet, vous avez vu la démonstration, c'est que ces questions du bien vieillir, c'est un défi immense qui est devant nous, puisque ce que nous a rappelé Lisa Potier en termes de démographie, c'est que même si on a déjà une part importante de la population qui est à l'âge senior et qui va continuer à vieillir, elle va continuer à augmenter de manière assez importante en la matière, et que la question du bien vieillir, c'est pas uniquement le logement, c'est le logement évidemment, c'est un élément extrêmement important, mais c'est tout un écosystème, tout un ensemble de dimensions à prendre en compte, et que cette dimension-là, effectivement, c'est un sujet global qu'il faut prendre en compte, et que, comme nous l'a très bien indiqué Thomas Dudebout, on peut être aussi invité à changer de regard sur la façon dont on appréhende cette question, pas uniquement dans la question médicale ou curative, mais aussi dans comment est-ce qu'on permet à ces personnes de bien vivre dans nos sociétés, et comment est-ce que justement on en fait une opportunité pour faire vivre nos villes. Deuxième élément que je retiens, qui a été très bien illustré par Odile Dubois-Joie, c'est que les collectivités locales ont un rôle essentiel en la matière. Elles ont beaucoup de leviers de plus en plus, et notamment il y a les intercommunalités qui sont bien positionnées pour assurer le lien entre les différentes politiques publiques, dont celle de l'habitat, sans évidemment oublier le rôle des autres collectivités, je pense notamment aux départements, qui ont un rôle essentiel dans ces politiques, notamment sur les questions de financement. Et puis effectivement, ce qu'on a pu voir, et donc je remercie les organismes HLM qui ont bien voulu se prêter au jeu aujourd'hui, c'est que les bailleurs sociaux sont déjà confrontés à cette question du vieillissement, puisqu'ils ont dans leur parc une proportion importante de personnes âgées. Ils ont un savoir-faire qu'ils mobilisent, qu'ils peuvent mettre à disposition des territoires, qui est à la fois sur des solutions spécifiques ou sur des projets d'ensemble. Et ils ont le gros avantage en fait d'être des acteurs qui sont présents dans la durée dans les territoires, qui sont là pour plusieurs dizaines d'années, centaines d'années. La plupart des organismes HLM aujourd'hui ont dépassé le siècle. Donc les collectivités locales savent que quelque part les bailleurs sont là pour être auprès d'eux longtemps, et ils sont mus par une mission d'intérêt général. Donc leur objectif principal, c'est de contribuer effectivement efficacement et qualitativement au bien-vivre des habitants du territoire. Et donc je pense que c'est un point d'appui important pour l'ensemble des acteurs, et notamment les collectivités. Et puis évidemment, on est dans un pays où effectivement les collectivités locales ont un rôle essentiel, à la fois pour apporter une réponse d'ensemble aux habitants des territoires, on l'a beaucoup évoqué, mettre en synergie les différents acteurs, faire vivre les écosystèmes, et puis effectivement agir sur les différents leviers qui ont été mis en avant, que ce soit effectivement les questions, certes de logement, mais aussi de vie dans la ville, de services, de transport, d'animation de vie collective. Et on voit bien que ça a été très bien illustré que ce partenariat qui vit au quotidien sur les territoires entre bailleurs sociaux et collectivités a un sens tout à fait particulier et très prometteur pour l'avenir. Alors évidemment, on voit que, je pense que c'était très bien dit en conclusion, c'est que vu l'échelle de ces défis, on a des acteurs qui sont compétents, qui sont mobilisés, qui sont en capacité aussi de faire du partage d'expérience. On est en France, donc en France c'est toujours un pays, où même si les collectivités locales ont beaucoup de compétences, une partie de l'équation se trouve parfois plutôt au niveau national. Donc vous avez tous évoqué effectivement la question du financement, qui est effectivement le nerf de la guerre, et qui manifestement, même si on ne part pas de rien, on a quand même des gros enjeux devant nous pour être au rendez-vous des défis qui attendent une partie de nos concitoyens. Et puis je retiens aussi la dimension réglementaire, de voir comment est-ce qu'on simplifie un peu les choses, comment est-ce qu'on donne de la visibilité dans la durée aux acteurs. Donc évidemment, nous ne sommes que l'USH, donc on n'a absolument pas les leviers sur ce sujet-là,
mais on a la chance d'être parfois des interlocuteurs des pouvoirs publics. Donc on va évidemment s'appuyer sur ce qui a été dit aujourd'hui pour que dans les échanges qu'on aura peut-être prochainement avec un peut-être futur ministre du Logement et d'autres sujets, qu'on puisse évidemment porter la question du vieillissement. On l'a pas totalement, on n'a pas attendu d'avoir un ministre pour y travailler. On a des discussions en cours avec donc la direction de l'habitat, de l'urbanisme et du paysage, au commissaire du logement, donc la DHUP pour ceux qui connaissent, sur effectivement réfléchir à comment est-ce que on consolide un petit peu le partenariat entre État, collectivités locales et bailleurs autour de ces questions de vieillissement, qui sera une modeste contribution à nos réflexions, mais on essaiera effectivement de reprendre un peu les éléments qui ont été évoqués dans cette journée pour alimenter nos échanges avec les pouvoirs publics au niveau national. Donc voilà, je voudrais, avant de conclure totalement, effectivement, vous faire part de quelques ressources auxquelles vous pouvez accéder effectivement sur ces sujets. Donc évidemment, Anne-Sophie Asselin vous l'a dit, cet événement sera disponible en replay prochainement sur le site du Hub des Territoires. Mais côté USH, on a également un certain nombre de ressources sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Si vous êtes sur le site internet de l'USH, il y a un dossier complet qui s'appelle Accompagnement du vieillissement, dont une grande partie des ressources sont accessibles à l'ensemble des acteurs. Certaines sont réservées aux bailleurs, mais pour les collectivités locales qui voudraient y avoir accès, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre bailleur qui se fera un plaisir d'évoquer ces ressources avec vous. On a effectivement par ailleurs, lors du congrès HLM la semaine prochaine, plusieurs événements qui vont traiter notamment cette question du vieillissement, notamment le mercredi 25 septembre, je crois. Et puis on a, pour ceux qui sont venus en présentiel, vous n'aurez qu'à traverser la rue, le 5 décembre prochain, une journée professionnelle sur la question de l'accompagnement du vieillissement au sein du parc social, qui aura lieu donc dans l'auditorium du Monde et qui est ouvert à l'ensemble des acteurs, bailleurs sociaux, collectivités locales ou services de l'État. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Les inscriptions sont accessibles sur le site internet de l'USH. Et puis comme on l'a dit en introduction, en fait, cette réflexion sur le vieillissement, c'est un des thèmes qu'on a traité dans les ateliers interacteurs qu'on a menés pendant plus de 2 ans avec le soutien de la Banque des Territoires et grâce à Espacité qui nous accompagne dans toute cette démarche. Et donc c'est 10 ateliers qui traitent de thèmes très très variés dans les petites et moyennes villes. C'est en train de faire l'objet d'un travail de capitalisation qu'on ne manquera pas de porter à la connaissance de vous tous et de l'ensemble des acteurs intéressés par les questions de l'habitat dans les petites et moyennes villes. Voilà, il ne me reste plus qu'à remercier l'ensemble des participants. Je voudrais remercier effectivement très chaleureusement les participants qui ont souhaité intervenir, donc à la fois Lisa Potier d'Alogia, Odile Dubois-Joie de l'ANIL, nos 2 bailleurs, Pascal Nem de Deux Fleuves Loire Habitat et Morgane Blin de François, et puis les élus qui ont accepté de témoigner également, donc Thomas Dudebout de Saint-Quentin et du département de l'Aisne et du réseau francophone de la ville des Aînés, j'ai bien pas oublié, Laetitia Pouvreau de Valence-en-Poitou, sans oublier effectivement les équipes de l'USH qui ont préparé cet événement, Dominique Brézard et Raphaël Darmancourt, Géraldine Chalancon d'Espacité qui a à la fois préparé ces travaux et animé cette table ronde, et évidemment Anne-Sophie Asselin et l'ensemble des équipes du Hub des Territoires qui nous ont permis de faire vivre cet événement dans d'excellentes conditions. Donc merci à tous d'avoir participé à cet événement. Je souhaite un bon appétit parce qu'on est atteint l'heure du déjeuner. Et à nouveau, pour ceux qui le peuvent, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine à Montpellier pour le congrès HLM. À bientôt.